Voilà. Allez, à plus tard. Super. Eh bien, Falk et Bernard, ravi d'être avec vous. Je sais que d'autres vont nous rejoindre un petit peu plus tard. Je suis passé par là où vous êtes passé, vous, il y a euh, l'an dernier, tout simplement. Je trouvais ça très intéressant. Donc, Jean-Paul m'a, comme c'est un peu la règle dans l'Institut, demandé d'apporter ma contribution à partir de mon expertise et de ce qui est à moi ma spécialité dans ce réseau. Donc, je vais vous parler d'internationalisation collaborative, mais je vais vous parler de réseau, de travail en réseau au sens général, vu que l'Institut MX est en lui-même un réseau pour l'internationalisation et que c'est une de mes spécialités. Donc, on va approfondir le concept de réseau, on va parler d'exportation en réseau et on va aborder ce qui fait les spécificités d'un réseau d'experts en développement international en l'appliquant au cas de l'Institut MX. Et je vous demanderai à la fin quelles sont vos suggestions, vos besoins, éventuellement vos apports pour une structure comme l'Institut MX, en vous rapprochant de la communauté. Donc, si vous en êtes d'accord, on va avancer. Donc, d'abord, il y aura une intro. Ensuite, je parlerai du réseau, réseau personnel, réseau d'affaires. Ensuite, de l'exportation en réseau. Et après, on va carrément travailler sur le contexte de l'Institut MX. Et c'est là que Jean-Paul nous rejoindra. Déjà, juste pour vérifier, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez correctement? Ah ouais. Oui, parfait. Eh bien, oui. Super. Alors, je continue. Bon, d'abord, c'est toujours intéressant de savoir qui vous parle. Donc, je suis Jean-Christophe Gessler. J'ai d'abord fait de l'export avant de devenir enseignant. J'ai exporté des équipements pour faire le vin pendant jusqu'à l'âge de 30 ans. Ensuite, j'ai basculé vers l'enseignement. J'ai fait une thèse sur les pratiques collaboratives des PME françaises pour se développer à l'international en travaillant avec les autres plutôt qu'y aller tout seul. Et je suis maître de conférence à Poitiers. J'interviens dans quelques business schools. Je suis aussi vice-président d'un think tank auquel appartient d'ailleurs Jean-Paul, qui s'appelle La fabrique de l'exportation. Et j'ai coécrit un livre sur ce sujet de l'exportation collaborative avec une consultante qui s'appelle Anne Martel-Raison. Alors, un petit peu de contexte pour ce sujet réseau. Un proverbe d'origine grecque. On ne peut pas laver une main sans l'autre, donc une main lave l'autre. Aucun de nous ne sait tout ce que nous savons ensemble. Et une référence au pays dont vient Jean-Paul ou à la région dont vient Jean-Paul, l'Amérique du Nord. Pour eux, ce sont les trois sœurs. Qu'est-ce que les trois sœurs? C'est trois plantes que les autochtones précolombiens cultivaient ensemble parce qu'en fait, elles s'aident les unes des autres. Vous avez le haricot qui grimpe au maïs, vous avez la courgette, je crois, au sol qui garde euh, l'humidité et donc courgette, haricot et maïs. Voilà, les trois travaillent et le maïs qui sert de tuteur au haricot. Donc, forme de complémentarité pour trois aptitudes différentes. Alors, parlons un petit peu de réseau. En matière académique, en sciences, le réseau, c'est quelque chose d'assez récent, à partir auquel on s'est intéressé à partir des années 60 à 70. Donc, on a un travail, c'est venu de la sociologie principalement, donc on a un travail très intéressant dont je vais parler tout à l'heure, qui est celui de Marc Granovetter, The Strength of Weak Ties, la force des liens faibles. Évidemment, c'est un jeu de mots que je vais vous expliquer tout à l'heure. Un phénomène, je vais vous l'expliquer. On a un auteur très connu en France qui s'appelle Pierre Bourdieu, un des piliers de la sociologie, entre guillemets, à la française, qui a forgé la notion de capital social. Mon réseau est un capital que je possède en plus du capital culturel et du capital économique. Et on a un mot, une expression en recherche, plus en management, qui a été apporté par Gulati en 1999, notamment par les ressources du réseau. C'est-à-dire que dans le réseau vont circuler des ressources matérielles ou immatérielles qui sont en fait une richesse. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Granovetter. Granovetter a fait quelque chose de très intéressant qui est, en 1973, euh, forger ou conceptualiser cette différence, les liens forts et les liens faibles. Bon, prenons les traits pleins, ici sont les liens forts. Les liens forts, ce sont des gens avec qui vous interagissez souvent, avec un fort degré d'intimité et avec un niveau élevé de confiance. D'accord? Ce sont vos amis, ce sont vos parents.
Ils vous connaissent très bien et vous les connaissez très bien. Donc, c'est des liens très forts, c'est des personnes à qui vous pouvez demander beaucoup. Mais l'avantage de Granovetter, ça a été de souligner l'intérêt des liens faibles. Les liens faibles, c'est des personnes que vous connaissez moins bien, que vous voyez moins souvent, mais qui vous connectent à autre chose, qui vous connectent à un autre univers, qui vous connectent à d'autres métiers, à d'autres cultures, à d'autres pays, et qui vous ouvrent, en fait, qui ouvrent votre périmètre de connaissances. Donc, on a ici ce qu'a dit Granovetter en 2022. Vos liens faibles vous connectent à des réseaux qui sont à l'extérieur, non compris, non inclus dans votre cercle originel. Ils vous donnent de l'information et des idées auxquelles vous n'auriez autrement pas eu accès. Et on a ici une petite schématisation avec un, euh, un réseau composé uniquement de liens forts et un réseau ouvert aux liens faibles, où on voit également les liens faibles de mes liens faibles, c'est-à-dire des ramifications beaucoup plus étendues. Et c'est à travers ces liens faibles qu'on peut, en fait, je vais fermer la fenêtre derrière moi, qu'on peut aller chercher de nouvelles expertises, de nouvelles connaissances, faire de nouvelles rencontres. Alors, je prends un exemple très simple, je m'intéresse à la médecine traditionnelle chinoise. J'ai été en Chine il n'y a pas très longtemps et je souhaite là maintenant trouver un praticien de médecine traditionnelle à Paris, où je réside. Alors, je pourrais aller sur Doctolib. Il y a une rubrique spécialiste en médecine traditionnelle chinoise. Ben, en fait, ce n'est pas du tout des gens qui font de la médecine traditionnelle, c'est plutôt des gens qui font de l'acupuncture ou des ostéopathes. Donc, du fait d'être en dehors du réseau de la médecine traditionnelle, des médecines alternatives, des médecines douces à Paris, je n'ai pas cette information-là de trouver le bon, la bonne praticienne vers qui aller. Et là, je m'aperçois que ce réseau, ben, si je connaissais quelqu'un qui appartient à ce réseau-là, je gagnerais du temps pour accéder à un praticien dont je sois satisfait. Je m'éviterais des coups de fil, des démarches, des rencontres. Je réduirais le risque de me tromper et j'économiserais aussi sans doute 2 ou 3 séances chez des personnes qui ne me conviendront pas. Donc, il y a aussi un gain monétaire. Donc, il y a un coût, en fait, à ne pas être dans les réseaux qui correspondent aux besoins ou aux situations qui nous concernent. Je continue avec quelques fondements académiques pour décrire le réseau. Donc, la recherche s'est intéressée à ce sujet pour caractériser un réseau. D'abord, la taille du réseau. Bon, l'ermite Robinson Crusoe est sur son île. Il n'y a personne, à part Vendredi, à la rigueur, son assistant. Réseau 2, tout petit réseau. On peut supposer que plus large, plus grand sera le réseau, plus riche sera les ressources qu'il peut amener, mais aussi plus grand sera l'effort s'y consacrer pour le faire vivre. Donc ça peut être un peu un aspect à double tranchant, sachant que là, je parle de réseau physique, je parle de réseau de vraies personnes ou de vraies entreprises. Je ne parle pas d'outils digitaux, d'accord? Je ne parle pas de LinkedIn ou d'Instagram. C'est-à-dire que notre attention est captée non seulement par les réseaux de vraies personnes que nous connaissons, mais en plus par les outils que sont les réseaux sociaux qui viennent nous happer. Or, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, cette taille du réseau. Ensuite, les liens directs et les liens indirects. Les liens directs, ce sont les personnes que je connais, forts ou faibles. Les liens indirects, ce sont les liens de mes liens. D'accord? Mais dont, du fait de l'existence, je peux chercher à remonter le courant pour accéder aux personnes que connaissent mes contacts. Euh, donc, par exemple, ici, si je suis au centre là, le premier contact est un lien direct, et évidemment, le deuxième ici est un lien indirect parce que c'est un contact d'un de mes contacts. Ensuite, la nature et la diversité du réseau. Est-ce que c'est un réseau qui a une forme d'endogamie, un grand réseau mais avec des gens qui se ressemblent? Ou est-ce que nous avons des profils, des cultures, des nationalités, des métiers différents? Donc la diversité en recherche, la recherche académique montre que la diversité du réseau, au-delà de sa taille, est un sujet très important. En fait, il vaut mieux connaître moins de personnes, mais avec des profils variés, que beaucoup de personnes, mais qui se ressemblent. Ensuite, une autre question, c'est la centralité. Est-ce que je suis plutôt en périphérie d'un réseau? Donc, l'information va devoir franchir beaucoup d'étapes pour arriver à moi. Ces étapes peuvent être des filtres, c'est-à-dire des gens qui vont bloquer l'information,
mais ce sera en tout cas du temps, c'est-à-dire du délai pour franchir ces différentes étapes. Ou est-ce qu'au contraire, je suis plutôt central, c'est-à-dire que la chaîne, en fait, pour accéder à l'information et aux ressources est relativement courte. Les positions centrales, relativement centrales, sont plutôt euh, privilégiées. Il y a aussi un autre type de structure qui est privilégié, c'est ce qu'on appelle les ponts structuraux, c'est-à-dire les personnes qui sont le seul point de contact entre plusieurs réseaux. Pourquoi? Parce qu'ils auront l'exclusivité, ils sont un peu comme des points de passage, si vous voulez. Ils auront l'exclusivité de l'information qui circule dans les divers réseaux avec lesquels ils seront en contact. Et en tout cas, ils l'auront en premier, parce que pour aller dans les autres réseaux, il faut qu'elle passe par eux. C'est eux qui font le lien entre différentes personnes. D'accord? Donc, on peut voir ici, par exemple, que, alors, ce n'est pas le meilleur schéma pour montrer ceci, mais ce monsieur ici est un pont structurel entre le réseau qu'il constitue avec 3 personnes et le reste du réseau. Il faut forcément que ça passe par. Donc, vous pouvez avoir des réseaux, par exemple, de milieux, d'industrie, de secteurs d'activité différents, que vous seul êtes ou avez votre manière unique de collecter et de configurer cette information exclusive des deux réseaux. Donc, la recherche, depuis une quarantaine même d'années, s'intéresse et de plus en plus au réseau, et au réseau en management, et au réseau en international business, pour l'internationalisation des entreprises. Quelques exemples appuyés sur des articles de recherche. Le réseau dans le monde arabe, appelé ou surnommé WASTA, et le réseau en Chine, appelé Guangxi. Alors, qu'est-ce que le Guangxi? Difficile à dire, déjà. Difficile à dire, parce que il y a ce que le Guangxi est réellement et il y a l'image que nous nous en faisons. Ce qui est certain, c'est que les Chinois font un usage beaucoup plus intensif d'un réseau, beaucoup plus large que nous. Euh, les Français sont assez réticents à faire appel au réseau, euh, ou en tout cas à demander beaucoup au réseau. On va demander beaucoup à un réseau très proche, de liens forts, mais dès qu'on s'éloigne un peu de son noyau, on se sentira pas très à l'aise pour demander une faveur et on ne répondra pas forcément aux faveurs qui nous sont demandées. Le Guangxi, c'est tout le contraire de ça. C'est le phénomène de mobiliser des réseaux de relations face à un problème décisionnel à tous les niveaux de la vie sociale. C'est-à-dire s'appuyer sur le réseau pour tous les phénomènes de la vie sociale ou économique. Quand on cherche une chambre pour son fils dans une ville de l'autre côté de la Chine, quand on cherche un réparateur pour son automobile, etc. Alors, je pense que ce phénomène est un peu en train de s'émousser en Chine parce qu'ils sont désormais tellement digitaux qu'ils court-circuitent beaucoup de choses en consultant directement les applications. Euh, mais le phénomène est encore très ancré. Et j'ai un collègue qui est plus jeune que moi à Poitiers et qui m'indique comment il fait quand il va en Chine. Il est chinois, hein, ce collègue, et qu'il fait un terrain de recherche là-bas ou qu'il veut faire des recherches. Il me dit, voilà, je prends quelques chefs d'entreprise là-bas ou quelques académiques, je les invite à déjeuner et après, ils sont dans mon réseau. Ils ne peuvent pas me refuser une faveur. Je les ai invités. Ça ne se fait pas. Et en fait, ils ne peuvent pas refuser l'invitation à déjeuner parce que vous connaissez ce phénomène de faire perdre la face. Ce serait en fait refuser de s'intéresser aux autres. Donc, ils acceptent l'invitation à déjeuner. Et une fois que je les ai invités à déjeuner, ben, ils me doivent un service, ils me doivent un contact ou une interview pour ma recherche, etc. En fait, je suis dans leur Guangxi, dans leur réseau, et ils sont dans mon réseau. Donc, ce phénomène, en fait, est international. Euh, en international business et en management, on a au début des années 2000 le courant du réseau d'affaires, c'est-à-dire non plus le réseau interindividuel, mais les réseaux interentreprises qui sont devenus un objet d'étude, avec des types de relations qu'on a qualifiées de hétérarchiques. Pourquoi hétérarchiques? Parce que ce ne sont pas des relations d'affaires, ce n'est pas forcément une entreprise qui vend ou qui achète quelque chose à une autre, ce ne sont pas non plus des relations hiérarchiques, c'est des formes de travail en commun. On va s'échanger des informations, on va innover en commun, on va se consulter, on va faire des achats, regrouper nos services achats, etc. On va travailler ensemble
collaborer, faire des partenariats. C'est des relations hybrides, en fait. Et on a ce concept de réseau stratégique ou calculatoire, c'est-à-dire des réseaux qui sont développés stratégiquement pour se développer, pour le business. Ce pas des réseaux fortuits, ce pas des réseaux relationnels, c'est des réseaux c'est des personnes qu'on a été délibérément choisir, délibérément approcher, parce qu'on pense qu'elles ont des ressources auxquelles nous souhaitons accéder. Donc là, on a des concepts de réseaux stratégiques et de réseaux calculatoires qui supposent une certaine proactivité. En fait, si vous restez statique, ben, peut-être que votre réseau va se développer, mais pas forcément dans les directions que vous voulez. Si vous êtes proactif, vous allez aller rencontrer les personnes qui vous intéressent ou les entreprises qui vous intéressent. Je continue. Excuse-moi, j'ai une Je vais vous parler. question. Oui, Tu, allons-y. tu mentionnais qu'il y avait les réseaux chinois et les réseaux arabes. Mais Oui. de quoi ils ont l'air, les réseaux arabes? Alors, pour être franc, je les connais beaucoup moins bien. J'ai davantage travaillé sur le Guangxi que sur le Wasta. Euh, OK. le Wasta, pour ce que j'en ai lu, c'est un système d'obligation dans le clan, en fait. Quand quelqu'un fait partie de mon clan au sens large, je vais aller lui demander s'il travaille dans une entreprise qui m'intéresse, le contact de la DRH et de me présenter quelqu'un. Parce qu'il fait partie de mon clan et que ben, je suis plus ou moins obligé moi-même de rendre des services. Mais on fait partie d'un clan par la naissance, on fait partie d'un clan par pas une invitation à déjeuner. Alors, encore une fois, sur le Wasta, je OK. suis assez peu familier. Je crois, d'après ce que j'ai lu, que le Wasta a davantage une connotation clanique que le Guangxi, qui est lui beaucoup plus social au sens large. Il y a la famille, il y a l'invitation à déjeuner, il y a les collègues, il y a les voisins, il y a en fait toute personne avec qui je peux interagir. Et les Français, eux, Alors, les Français, c'est très particulier. Les Français, il faut le savoir, on on a d'abord une vision assez péjorative du mot réseau. On le voit plutôt négativement. On le voit soit comme quelque chose d'occulte, des réseaux dissimulés, des réseaux en d'influence, maçon. soit comme voilà, soit comme du favoritisme. Ah, il a fait appel à son réseau plutôt qu'au mérite. D'accord? Mais en fait, c'est en même temps très hypocrite parce qu'on aimerait tous être dans les réseaux. D'accord? C'est à la française. On est contre les privilèges, sauf les siens. Donc, on aimerait être dans les réseaux qui nous permettraient d'avoir un bon job, un bon logement à Paris, etc. Mais on les voit comme quelque chose comme des privilèges, en fait. Voilà. Et on va assez peu oser demander des faveurs à des gens qui ne sont pas vraiment proches. Parce que on va considérer que c'est plutôt soit à chacun de se débrouiller, soit que c'est plutôt de manière marchande qu'on doit acquérir ça. Ben, tu veux un hôtel, tu veux savoir un hôtel dans la ville dont je suis originaire, ben écoute, regarde sur Booking et puis tu trouveras les commentaires. Moi, j'ai un exemple assez simple. C'est que les seules personnes à qui amicalement j'ai prêté de l'argent, moi, français, c'est des copains étrangers qui, naturellement, un jour m'ont dit, écoute, là, tiens, ce budget-là, je suis un peu court ce mois-ci de 1 000 €, 1 500, est-ce que tu peux me faire? C'est totalement fluide, totalement, je dirais, courant, classique, comme simplement une demande de service. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à refuser non plus. Un Français ne fera pas ça. Mes amis proches m'ont jamais, je ne connais même pas leur salaire, je ne connais pas leur système. Et ils auraient tendance à dire, bah, écoute, tu n'avais qu'à économiser ou va voir la banque, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Donc, notre recours au réseau est plus exclusif, je dirais. Moi, Ce qui j'ai n'empêche pas vécu un peu d'avoir. Oui, pardon? j'ai vécu un peu en France et ce que j'avais remarqué, c'est que ça prend du temps à rentrer dans une famille, mais une fois qu'on est dedans, on fait vraiment, il serait prêt à mourir pour nous. Tandis qu'en Amérique du Nord, c'est très facile de faire des contacts avec des gens, mais ils ne seraient pas prêts à mourir pour. Il ne serait pas prêt à faire beaucoup d'efforts, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, une fois qu'un lien d'amitié ou d'intimité est construit, effectivement, on peut beaucoup aider les gens, mais ce ne sera pas forcément spontané. Non, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il y ait effectivement des réseaux plus ou moins officiels, hein, comme je vais Donc, parler de BNI. si on Oui, veut exporter en France,
par exemple. Oui, Alors, il faut développer des réseaux pour être connu et parce que hier, on a vu le marketing à différentes étapes. Et il faut faire partie des chambres de commerce, des clubs Kiwanis, etc. Là. non, non, Amazon. non, pas, non, pas pour exporter. Si on veut vraiment s'implanter durablement, s'intégrer dans la communauté, recruter dans une région où c'est un peu difficile, oui, il vaut mieux aller se rapprocher de ces gens-là. Pour vraiment vendre, non, on peut se contenter d'une relation business. Contacter les gens, leur présenter l'avantage concurrentiel du produit. En Angleterre, ils ont beaucoup de réseaux euh, et il y a tout ce phénomène que pour entrer dans un réseau, il faut avoir été recommandé par 5 personnes et puis ensuite, on fait partie du réseau et C'est ça. Alors, vous les parlez là résultats. d'un réseau formel ou d'un réseau informel, juste relationnel? Ben, que ce soit, je sais pas, l'Institut là, sur le Royal Institute of International Affairs, ou que ce soit un club de tennis, ou que ce soit, je sais pas, toutes sortes de types d'organisations sociales, de réseaux. Ok, non, on Alors, n'aura pas il ce phénomène-là n'y a de pas ce cooptation. phénomène-là en France, non? Non, Non. non, sauf exception, non, c'est pas ce phénomène-là. Non, ça coûtera plus de faire soi-même la démarche de se rapprocher du réseau et puis de faire des efforts pour d'être assidu, d'inviter les gens, de parler, de montrer sa vivacité d'esprit pour être accepté. En fait, ça prend un peu de temps. Alors, BNI, Mais vous connaissez? excuse-moi, la Oui, dernière phrase, elle est vraiment importante. Montrer sa vivacité d'esprit pour être accueilli. Tandis que ici, si on montre trop sa vivacité d'esprit, la personne est rejetée du groupe. je Rejetée. sais, je C'est sais, vraiment intéressant, là. La vivacité d'esprit, là, c'est l'élément clé français. je sais, mais c'est pour ça que je l'ai cité. C'est parce qu'on aime Oui, les gens qui sont capables de prendre des positions, d'argumenter. Absolument, oui, oui, absolument. Faire profil bas, c'est vu souvent comme peut-être quelqu'un d'un peu triste ou de oui. manquer d'initiative. Est-ce que tu as vu le film Ridicule? Non, je ne l'ai jamais vu, ce film de Il Patrice faut voir Lecomte. ce film Ridicule. C'est un must. OK, alors j'arrête de parler, là, je te laisse Non, aller. non, mais pas de problème. Je reverrai Ridicule de Patrice Lecomte. Alors, BNI, c'est un réseau que j'ai découvert moi l'an dernier, qui n'est pas voué à l'export. C'est un réseau en fait de recommandations. Vous le connaissez peut-être. C'est un réseau qui est parti des États-Unis, qui est implanté en France. En fait, c'est un réseau global, mais avec un ancrage local, des clubs locaux. Donc, il y a des règles d'appartenance strictes. En fait, j'ai trouvé des choses intéressantes dans le management de ce réseau. Parce qu'il y a des règles. En fait, pour rejoindre le club, par exemple, automobile de Bordeaux, ben, il faut pas être en concurrence directe avec quelqu'un qui est déjà dans le club, dans l'activité automobile. Il y a aussi des règles de participation qui sont strictes. En fait, on ne veut pas de touristes ou juste de curieux. C'est-à-dire que si vous honorez pas vos rendez-vous au bout de 2 fois, vous n'êtes pas là, vous n'êtes plus accepté. Les rendez-vous sont tôt le matin, etc. Et surtout, il y a quelque chose de très particulier dans le paysage français, c'est que c'est assumé d'être un réseau business. Alors qu'il y a beaucoup de réseaux beaucoup plus hypocrites en France ou indirects, comme par exemple, tu parlais, Bernard, de Kiwanis ou du Lions ou du Rotaries, qui sont soi-disant des œuvres de bienfaisance, mais on sait tous que c'est plutôt les notables qui en font partie pour vendre 3 fois des huîtres au marché et puis des pommes à la kermesse, mais surtout pour s'échanger des opportunités d'affaires et parler business. Là, c'est assez atypique parce qu'en France, on n'assume pas tellement ce discours directement business. Pourtant, le réseau BNI connaît un certain succès en France avec des collaborations et des implantations dans des villes moyennes et même des petites villes. Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'il se donne les moyens de mesurer les résultats. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque période, il faut que chaque participant soit capable de dire ce que ça lui a apporté de participer en termes de chiffre d'affaires notamment ou de pistes d'affaires. Donc c'est une source d'inspiration assez intéressante. On peut parler maintenant d'exportation en réseau. Donc, on applique le réseau au sujet de l'exportation.
Bon, il y a plusieurs manières. On peut décider de faire ça parfois ponctuellement, par exemple faire un salon ensemble, ou on peut au contraire s'engager beaucoup plus euh, concrètement et sur une durée beaucoup plus longue. Je vais vous donner des exemples. On peut aussi décider de s'organiser et d'aller chercher des marchés. C'est ce que j'ai appelé la démarche push, d'accord? On constitue un groupement et on va chercher des clients, ou on peut au contraire réagir à des sollicitations extérieures. Là, ce sera plutôt pull. Tiens, il y a un besoin à l'étranger, il y a un projet en Afrique du Sud, tout seul, je n'y arriverai pas. Et hop, les gars, est-ce que vous pouvez m'aider à compléter l'appel d'offres? Et on va y répondre ensemble. Alors, des fois, le pull devient du push après parce qu'on apprend à travailler ensemble. Puis des fois, ça s'arrête juste une fois que le projet est terminé. Alors, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé jusqu'à 33 pratiques différentes pour les entreprises qui veulent exporter ensemble. Construire l'offre, payer des designers. J'ai trouvé des entreprises au Brésil, par exemple, qui ont payé ensemble un designer pour améliorer le produit des différents participants au projet. On peut analyser le marché ensemble, on peut entrer sur le marché, on peut faire des opérations courantes comme de la logistique ou du SAV. Donc, le panel est large. Et en fait, je me suis aperçu dans mes recherches que tous les exportateurs sont à un de ces 4 stades. 1, 2, 3 ou 4. Le premier, ils y sont tous. S'échanger, le réseau comme un moyen d'échange d'informations, tous les exportateurs font ça. D'accord? Toutes les entreprises qui s'internationalisent. Le deuxième, c'est ceux qui vont faire de la formation, de l'information ensemble. Ils vont aller aux réunions de la chambre de commerce, ils vont participer à des petits déjeuners d'exportateurs, aller participer à des journées pays, etc., avec d'autres exportateurs. Le troisième, c'est ceux qui agissent en commun. Par exemple, en prenant, vous savez, ce dispositif français du VIE, en prenant un VIE partagé ou en partageant un, un stand sur un salon international. Et le quatrième, c'est le plus intégré, c'est ceux carrément qui créent un groupement d'exportateurs. C'est relativement rare en France. Il y a plus de tentatives que de succès, c'est un phénomène assez rare. Mais eux, carrément, ils créent un groupement, une structure qui va les accompagner pendant plusieurs années. Je vais vous en parler un petit peu maintenant. Ce que j'ai vu avec mes travaux quand je me suis intéressé à ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire ça, mais qu'elles disent très souvent, je ne sais pas avec qui le faire et je ne sais pas comment le faire. Voilà, je ne sais pas comment travailler en réseau et je ne vois pas bien avec qui le faire. Ce que j'ai vu aussi, c'est que les entreprises apprennent même si ça ne marche pas bien. Elles disent souvent qu'elles ont fait des choses, commencé à faire des choses qu'elles n'auraient pas faites toutes seules. Ce que j'ai vu aussi, c'est que ce n'est pas la même chose dans toutes les industries. Il y a des domaines dans lesquels il y a plutôt une sympathie les uns envers les autres. Par exemple, là, j'ai trouvé une interview de quelqu'un que j'avais interviewé qui m'avait dit, voilà, nous n'avons pas d'ennemis dans la filière, et au contraire d'autres qui sont beaucoup plus hostiles. Alors, quand vous allez leur dire qu'il faut travailler ensemble, ben, en fait, non, j'ai pas envie. Voilà, on ne peut pas avoir la même parole pour tous les exportateurs dans ce domaine. Euh, alors, je vous ai parlé de court et de long terme. Voilà ce que je voudrais vous montrer. Voilà ce que je voudrais vous montrer parce que ça, c'est deux entreprises. Ça, c'est un beau cas, ça, d'accord. Austral, il est en Alsace, d'accord, près de l'Allemagne et de la Suisse, près de l'Allemagne. Albagnac, il est dans le sud-ouest. Il y a quoi, 600 kilomètres entre l'un et l'autre. Mais ils ont appris à se connaître parce que tous les deux, ils fabriquent des machines dont on a besoin pour mettre le vin en bouteille. Costral, lui, remplit les bouteilles et Albagnac, il les étiquette. Donc, ils ont appris à se connaître parce qu'ils étaient chez les mêmes distributeurs depuis les années 80. Et puis, ils ont commencé à travailler ensemble. Et il y a maintenant plus de 35 ans qu'ils travaillent ensemble. En fait, les dirigeants ont commencé dans les années 80. Et le fils de Costral a repris l'entreprise, le fils d'Albagnac a repris l'entreprise, et les fils continuent ensemble. Donc, je m'explique. Ils arrivent à faire ça maintenant. Ils sont maintenant plus deux, mais ils sont quatre. Ils ont créé un label qui s'appelle l'Alliance du Made in France pour être capable de prendre une bouteille vide et de l'amener jusqu'à être une bouteille remplie, étiquetée, bouchée dans un carton, prête à être expédiée au client ou stockée. D'accord? Ils sont quatre. Et la vraie réussite,
c'est que là, j'ai extrait ceci, vous voyez, de leur site, du site internet d'un de leurs distributeurs. Chez leurs distributeurs, ils sont capables de vous dire, ils sont capables d'avoir l'exclusivité. Vous voyez ce distributeur qui dit Vinvicta is a leading supplier of French manufactured wine bottling, working exclusively with our partners Costral, Albagnac, Stone and Betty. C'est-à-dire qu'ils ont une force suffisante pour dire voilà, nous avons une solution efficace, prouvée, nous avons un service après-vente, de l'innovation, etc. Mais si vous travaillez avec nous, nous voulons que vous travailliez avec les 4 et nous ne voulons pas d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands qui sont des concurrents redoutables sur ces marchés. Donc, pour moi, c'est un des beaux cas qu'on peut mettre en avant dans le paysage français. Alors, on peut faire la même chose dans les services. Vous avez une association, une fédération professionnelle française qui s'appelle les architectes français à l'export, avec plus de 200 membres engagés, qui font là aussi ensemble la promotion du savoir-faire français, qui répondent à des appels d'offres, etc. Donc, quelques mots sur la thèse de doctorat que j'ai faite sur le sujet pour identifier les différentes pratiques et les modalités de mise en œuvre. J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de tentatives, mais aussi beaucoup d'échecs au projet d'internationalisation en réseau. Beaucoup. En tout cas, en France. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise français en PME, il est autonome. D'accord? Il y a un chercheur, Huggins, qui a parlé de l'esprit de forteresse. C'est-à-dire, je suis chez moi, je maîtrise, et la maîtrise, en fait, c'est mon pouvoir. Donc, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, mais je ne veux pas vraiment partager mon fichier d'adresse. Je ne veux pas qu'on me dise quoi faire chez moi. Donc, il y a 30 ou 40 ans qu'en France, on essaye d'exporter davantage en réseau, et malheureusement, il y a sans doute plus de cas d'échec que de succès, même si maintenant il y a toute une nouvelle dynamique qui arrive. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a l'échec? Souvent parce qu'il y a une valeur ajoutée insuffisante. Bon, en fait, ce réseau-là, on ne sait pas exactement à quoi il sert. Il veut nous amener des appels d'offres ou des opportunités marché, mais elles sont périmées ou on pourrait y avoir accès par ailleurs. Soit parce que le modèle économique est fragile. Vous voyez, ici, on avait un projet qui s'est arrêté dès que la subvention annuelle n'a plus été versée. D'accord? Soit parce que c'est trop bureaucratique et trop administratif. D'accord? Soit parce qu'il manque un leadership et une animation, il manque quelqu'un qui y croit vraiment, soit parce que les membres pardon, sont là en fait sans engagement, sans dynamisme, et du coup, ceux qui sont là vraiment dynamiques se découragent et ben, ça s'arrête très vite. Ça s'arrête au bout de quelques mois ou un an ou deux. C'est malheureusement un chemin assez classique. D'accord? Maintenant, je vais vous donner des exemples actuels qui, à mon avis, sont plutôt sur la voie de la réussite. Un des exemples, c'est celui-ci. C'est un projet qui s'appelle African Hotel French Consortium. Ce sont des fournisseurs français qui se sont regroupés il y a 2 ans pour proposer ensemble des équipements hôteliers sur le marché Afrique et Middle East. C'est-à-dire qu'ils proposent ce dont on a besoin pour faire un hôtel turnkey, tout simplement parce qu'ils en avaient marre, les 2 ou 3 qui opéraient déjà sur ce marché en avaient marre de se faire griller par les Chinois, par les Turcs notamment, qui arrivaient avec le projet complet et en plus avec le financement. D'accord? Donc, ce projet a, à mon avis, une grande force. Il a 2 grandes forces. La première, c'est qu'il a un leader. Il a 2 leaders, 2 personnes qui sont très motivées pour animer, et qui le font. Elles ne sont pas seulement motivées, elles animent sur leur temps ce réseau. 2 adhérents. Et le deuxième, c'est qu'il y a en fait déjà des opportunités d'affaires. Parmi ces deux leaders, il y en a un qui est déjà en train de construire et de répondre à des appels d'offres en Afrique. Donc en fait, très vite, il y a eu des pistes business. On n'a pas réfléchi pendant 2 ou 3 ans. Dans les 6 premiers mois, on a fait un salon ensemble. Dans les 8 premiers mois, on a répondu à des appels d'offres ensemble. On a été voir les clients. Donc, il y a tout de suite eu une dynamique parce qu'il y a un leader qui est légitime et qui dit, écoutez, moi, en Afrique, j'ai un réseau tentaculaire. Je connais plein de gens dans plein de pays. J'ai déjà équipé plein d'hôtels. Suivez-moi. Et quand lui, il dit, les autres ont envie d'y aller. Alors, vous avez ici une description un petit peu plus
précise du périmètre de ce que font les gens. Ça va du carrelage au mobilier intérieur, extérieur, les ascenseurs, les climatisations, la sonorisation, les uniformes du personnel, etc. Alors, l'organisation, la structure qui a mis en place ça, elle est en train d'essayer de faire la même chose dans le sillage de ce dynamique avec un consortium pour le traitement du courrier, solution postale, avec un autre pour les industries minières, et il y en a un et deux autres en cours de naissance. C'est-à-dire qu'ils pensent que le succès qu'ils ont avec le premier, ou la trajectoire de succès va se reproduire. Alors, j'espère qu'ils ont raison, mais j'espère qu'ils ne font pas une faute en n'oubliant pas que le premier, il a des facteurs de réussite que les autres n'auront pas. D'accord? Le premier, il a des leaders, il a des personnes expérimentées, et il ne suffit pas de mettre des gens ensemble pour que ça marche. Donc, j'espère que des leaders seront aussi présents dans les suivants. Quelques exemples ici. À l'international, je vous pose une question. Quel est, d'après vous, le benchmark ou le pays de référence dans le réflexe réseau? Quel pays est concerné? En général, quand je pose ça à des exportateurs français, ils trouvent assez vite. Quel est le pays, d'après vous, qui est le plus habitué à fonctionner en réseau? Est-ce que vous avez une idée? Il faut se lancer. Les Chinois? Alors, les Chinois, ça pourrait être une réponse intéressante. Alors, c'est peut-être parce que nous, on a un tropisme, c'est un pays européen, hein, donc nous, on le voit plutôt avec nos réflexes européens. Oui, il y a Danemark, en tout cas. Ah, pour nous, c'est l'Italie. Oui? Pour nous, c'est l'Italie. Ouais. D'abord parce que c'est un grand pays, industriel et exportateur. Et ensuite parce que, si vous voulez, quand je dis ça à des chefs d'entreprise, ils me disent tout de suite, ah oui, oui, c'est vrai, on confirme, on confirme. En fait, ils ont ce réflexe de je connais quelqu'un qui peut, je connais quelqu'un qui peut, je connais quelqu'un qui va, ou bien est-ce que quelqu'un dans mon réseau pourrait me conseiller quelqu'un qui peut m'aider? Pour eux, c'est quelque chose d'assez évident. Et au point qu'ils ont créé une structure qui s'appelle le contrat de réseau. Ils ont créé une structure, alors c'est ici, j'avais mis aussi un exemple irlandais et un exemple du QG100 au Québec, mais ici, j'ai une petite diapo là qui ne devrait pas être à cet endroit-là, peu importe. Ils ont créé en fait un outil en 2009 qui s'appelle le contrat de réseau et qu'on aimerait bien, nous, mettre en France. Parce qu'en France, quand des entreprises veulent travailler ensemble, euh, sans s'engager, si vous voulez, sans faire une joint venture ou quoi que ce soit, mais elles ne savent pas comment faire. Elles ne savent pas comment formaliser ça, comment écrire ça. Les Italiens, en 2009, se sont dotés d'un outil qui s'appelle le contrat de réseau. Et donc, vous mettez grosso modo qui fait quoi, qui appartient, quelles sont les règles de gouvernance. Et les choses sont écrites, en fait. Voilà. Et Où est-ce qu'on c'est trouve un ce succès. Il y a contrat-là? eu près de 50. Oui, pardon, Bernard. Où est-ce qu'on trouve ce contrat-là? Alors, je vous le partagerai avec plaisir. Beaucoup de choses sont en ligne. Il faut aller sur le sujet de. Il faut taper Rete Impressa, comme Rete di Impressa. En fait, ils ont un site internet dédié avec un observatoire, avec des statistiques, avec des témoignages. C'est très facile d'avoir accès. Je vous enverrai les infos. D'accord. Je vous les Red enverrai. Impress. Donc, deux exemples à l'italienne de groupements d'exportateurs. Ici, un groupement d'exportateurs autour de préparation culinaire de la Sardaigne, avec les différentes applications qu'on peut faire à partir du grain de blé sarde. Ils ont appelé ça Sardo Sole. Et un autre consortium des machines agricoles, Agroita, entreprise membre. Depuis 10 ans, le consortium propose des services. Et alors, il joue tout à fait l'égalité. Vous ouvrez le site internet de Agroeta et vous voyez en permanence défiler une marque, un produit d'une marque, d'une des 8 marques qui sont membres. D'accord. Et ils sont là pour dire, voilà, nous, entreprise italienne, on a un savoir-faire pour vous, notre client, qui est en fait le concessionnaire agricole dans le monde. Donc,
Le benchmark pour… Voilà, voilà la slide, je savais que je l'avais. C'est ça, c'est RateImpress. RateImpress, et autrement, c'est Contratto di Rete, Network Contract en italien. Voilà. Alors, je continue un petit peu. Maintenant, si on se pose la question du réseau pour vraiment appliquer spécifiquement à l'internationalisation des entreprises, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Bon, d'abord, c'est avant tout une activité de connaissance, d'accompagnement international. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'échanger de la connaissance. Connaissance pays, connaissance métier, connaissance personne, connaissance réglementation, le champ est large. Échanger de l'expertise, échanger du savoir-faire, trouver des compétences nous-mêmes, des traducteurs, etc., trouver des fournisseurs. Donc ça, la recherche montre que c'est un outil très efficace de circulation de ces ressources, le réseau. Alors, on va voir qu'une communauté comme l'Institut MX, elle a des aspects différents parce que on va trouver des expertises métiers différents. On va trouver des juristes différents, on va trouver des logisticiens, on va trouver des financiers, on va trouver des stratèges, etc. On va trouver ensuite des secteurs d'activité différents, food, tech, tourisme, transport, automobile, etc. Et bien sûr, on va trouver les pays et même, vous le savez, à l'intérieur des pays, des spécialistes de sous-culture. La Catalogne en Espagne, c'est pas Madrid, par exemple. Donc, le réseau, c'est une manière d'aller chercher des experts dans ces trois registres, la métier, secteur d'activité, pays et région. On aura aussi des experts du B2B, du B2C ou du B2G, des experts des marketplaces, des experts des différents canaux. On aura des experts dans des compétences ou des expériences spécifiques comme fusion, acquisition, enseignement, conduite de projet, implantation. Et on aura le réseau de ces contacts-là. D'accord? Donc, l'intérêt, c'est qu'en fait, l'information circule à travers ces réseaux. Quels sont les freins à, la circulation? Bon, d'abord, c'est du temps et de l'attention. On l'a déjà dit, une journée, c'est 24 heures uniquement, dont une partie retranchée par le sommeil. On doit allouer notre attention à un certain nombre de choses. Et ce qui est pris pour un nouveau réseau, souvent, se fait au détriment d'autres choses. Un certain nombre de dépenses, y compris monétaires, hein, en trajet, en invitation à déjeuner, etc. Un certain engagement aussi, c'est-à-dire renoncer à d'autres réseaux, renoncer à d'autres choisir. L'acceptation de divulguer une partie de choses qui peuvent être un peu des avantages concurrentiels, avantages spécifiques, savoir-faire, ce qui peut ouvrir la porte à ce qu'on appelle en France l'opportunisme au sens négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui récupère avec des intentions mal intentionnées ce que vous allez, enfin qui récupère contre vous ce que vous allez lui dire, et aussi ce phénomène de learning race. Alors, qu'est-ce qu'une learning race? Je dévoile et vous dévoilez, j'apprends de vous et vous savez que vous apprenez, et je sais que vous apprenez de moi, et je vais me dépêcher d'apprendre beaucoup plus sur vous que vous n'apprenez de moi avant que la relation ne se termine. On a vu ça très souvent sur les joint ventures en Chine, en fait, qui étaient souvent juste des moyens d'acquérir l'avantage concurrentiel, et les constructeurs automobiles français en ont fait à leur tour les frais, mais aussi d'autres entreprises comme Danone, etc. Bon, un des freins aussi, c'est que on va être réticent à recommander des personnes, parce que si on recommande des personnes qui déçoivent, euh, ben, ça peut décevoir notre image, ça peut détériorer notre image, mais aussi parce que si on recommande des personnes, c'est aussi souvent une charge de travail, pardon, pour la personne qu'on a recommandée. Parce que si elle n'est pas comme nous dans une logique de réseau, en fait, c'est un petit peu comme si on lui avait donné du travail. D'accord? Un autre frein, une autre réticence, c'est souvent qu'on a une vision très partielle du réseau. On ne sait pas exactement qui fait quoi. On n'y réfléchit pas vraiment. On ne cartographie pas, en fait,
notre réseau. Et effectivement, à partir du moment où on fonctionne avec d'autres, eh bien, on doit un peu renoncer à son autonomie au sens où il y a certains points sur lesquels on devra consulter, co-décider. Oh non, un petit peu moins dans l'esprit de forteresse. Je voudrais vous parler de 3 cas maintenant de réseaux dans l'écosystème de l'accompagnement à l'international. Le premier, c'est Medicalliance. C'est le réseau d'experts santé d'un réseau qui lui-même s'appelle Globaliance. Globaliance, c'est des consultants francophones euh, qui fonctionnent un peu sur la logique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand l'un des cabinets a l'expertise qui serait utile pour un projet, eh ben, ils font appel à lui. D'accord? Et ça marche de maintenant depuis une vingtaine d'années. Et les échos que j'ai régulièrement sont que les participants sont satisfaits. Cette manière-là de fonctionner en autonomie, mais de reconnaître qu'en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne sait pas bien faire. Le monde est vaste et qu'on peut faire appel. Alors, il y a un modèle monétaire après. On sous-traite ou on est commissionné par, mais on va mutualiser nos compétences ou en tout cas faire appel à nos compétences. Ça, à mon sens, c'est un réseau qui fonctionne bien. Ensuite, on a un autre réseau. Je parlais tout à l'heure des réseaux un peu administratifs. Qui est-ce que la France a conceptualisé, a créé en 2017-2018, si ma mémoire est bonne, avec Team France Export. C'est-à-dire on a proposé à des acteurs qui sont plutôt méfiants les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire Business France, BPI France, les chambres de commerce et l'OSCI, on leur a dit, voilà, vous faites un peu la même chose, en tout cas, vous êtes complémentaires, vous devriez travailler ensemble. On va créer un label qui s'appelle Team France Export, on va créer une plateforme et en fait, vous allez vous échanger des opportunités d'affaires. Bon, ça marche moyennement, disons. Il y a des pays sur lesquels ça marche plutôt bien, des villes sur lesquelles ça marche plutôt bien, parce que les personnes jouent le jeu. Les personnes font l'effort chez BPI France d'appeler l'OSCI quand elles ont besoin d'un expert qu'elles ne savent pas faire. Mais vous avez beaucoup de régions sur lesquelles ça ne marche pas tellement, parce que c'est un peu trop bureaucratique, administratif et qu'il y a un peu de méfiance. D'accord? Et le troisième acteur dont je voulais vous parler, Ligue Export. Alors lui, malheureusement, il ne marche pas. Ligue Export, qu'est-ce que c'est? C'est une scission, il y a 2 ans, c'est une scission de Team France Export. En fait, c'est les consultants privés qui ont dit, ben voilà, Team France Export, ça ne marche pas. L'État ne joue pas le jeu en nous envoyant les opportunités d'affaires comme il avait dit. Donc, on va créer un réseau, notre propre réseau, qui s'appelle Ligue Export. Bon, ben, en fait, il n'a pas les moyens, ce réseau. C'était plus un rejet d'un réseau existant qu'une véritable adhésion. Donc, j'ai vérifié tout à l'heure, le site en ligne est toujours disponible, mais il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe rien, il ne s'est rien passé parce qu'il n'y a pas d'animation. D'accord? Donc, trois exemples. Bon, pour qu'un réseau fonctionne, d'abord, il faut un périmètre suffisamment large et diversifié. Il faut des acteurs suffisamment variés. Il faut des ressources complémentaires et des compétences complémentaires. Si on est tous excellents en danois, mais nuls en chinois, bon, ben, on va tous aller au Danemark, mais personne ne va aller en Chine. Il faut des règles de fonctionnement et de gouvernance. Qui fait quoi, comment on partage les dépenses, quelles sont les routines de réunion, etc. Il faut se voir. Il faut des routines, il faut des échanges, il faut des moments sociaux, d'accord, pour briser la glace, pour les small talks, etc. Et il faut se voir idéalement en présentiel, parce que c'est là que les amitiés se font, c'est là que les digressions se font, c'est là que les idées viennent, etc. Euh, il faut, en tout cas dans le réseau à la française, s'appuyer sur un animateur ou un facilitateur, parce que c'est lui qui centralise, qui règle les différends, qui rappelle un peu les brebis égarées, qui rappelle les échéances, qui arbitre, etc. Ensuite, et ça c'est très important, il faut une logique de donnant-donnant. Un réseau, c'est prendre, mais c'est donner aussi. Si on fait que prendre, ça se saura assez rapidement et vous serez petit à petit blacklisté. Et au lieu de construire, on va petit à petit se mettre les gens dos à dos. Faut faire preuve de réactivité lors des sollicitations. D'accord? C'est-à-dire quand on vous sollicite, il faut soit répondre non, je ne peux pas, non, je n'ai pas le temps, non, c'est pas dans ma compétence, soit répondre. Mais en tout cas, il faut répondre. Alors moi, le premier, il m'arrive parfois de ne pas répondre, mais le réseau, c'est pas un outil qui peut se permettre d'attendre plusieurs mois ou voire même plusieurs semaines avant d'avoir une, euh, une réponse.
Il faut prendre en compte les spécificités du besoin du demandeur, c'est-à-dire essayer de faire un petit effort mental. De quoi a-t-il vraiment besoin? Et faire un petit effort, à nouveau, quelle est parmi les différentes options la meilleure que je peux conseiller à cette personne-là pour ce besoin-là? Un mot qui revient tout le temps, qui est malheureusement un sujet sensible, c'est la confiance. La confiance, on la trouve comme un sujet, comme le facilitateur, vous savez, ce qui oils the wheels du système. La confiance. Et malheureusement, la confiance, surtout dans les réseaux informels, on ne peut pas la décréter. Et on ne peut pas non plus mettre les choses par un format par un contrat rigide. Donc, si on va que vers les gens avec qui on a confiance, ben, on n'élargit pas son réseau. Et si on fonctionne sans confiance, ben, on fait rien. Donc, en fait, il faut la faire émerger, il faut la construire petit à petit. Il y a des méthodes comme ça prend du temps. Il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas non plus être trop prudent. Il ne faut pas attendre d'avoir la confiance absolue, sinon on ne fait rien de collectif, on ne fait rien de collaboratif. Un point important aussi pour le sujet réseau, c'est d'accepter de dévoiler qui on est et ce qu'on fait. Euh, on a tous, vous savez, plusieurs facettes professionnelles, personnelles. On a des loisirs, on a des expertises, on a des parcours, on a des expériences. Et ce n'est pas uniquement sur LinkedIn qu'on voit ça. Sur LinkedIn, on met les principales expériences professionnelles, mais il y a rarement plus de 3 ou 4 références. Et pour vraiment connaître la richesse du réseau de quelqu'un, il faut savoir qui il ou elle est, à qui il est connecté, quels sont ses hobbies, quelles sont ses expériences, dans quoi est-ce qu'il investit son argent. Et donc, il faut accepter de se dévoiler un peu pour que les autres se dévoilent à vous. Et là aussi, il faut une fois plus des moments d'interaction sociale. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu plus de l'Institut MX. Merci Jean-Paul de nous avoir rejoints. Donc, à mon sens, je vais vous dire ce que je vois de l'Institut MX. L'Institut MX, c'est un pôle, je dirais, qui a créé un modèle, mais surtout qui anime un réseau de communautés, et qui envoie vers cette communauté des informations, un modèle, des outils, des invitations, etc. Ça doit aussi, à mon sens, être un modèle dans lequel la communauté fait remonter vers l'Institut de l'info, sur des besoins sur le terrain, sur des améliorations au modèle, sur des clients potentiels, sur des idées. Voilà. Donc l'Institut MX ne peut pas être juste dans une approche top-down. Mais la valeur ajoutée aussi de l'Institut MX, c'est si on arrive à des échanges entre les membres, c'est-à-dire qu'ils se connaissent suffisamment pour dire, tiens, là, j'ai ce projet-là. L'autre jour, à la réunion, au séminaire, il y avait ce monsieur-là en Afrique du Nord. Je vais le contacter et lui dire que nous sommes tous les deux membres de la communauté. Et là, on a un vrai effet réseau, au moment où les différents acteurs peuvent interagir entre eux et à ce moment-là, eux-mêmes faire appel au contact de leurs partenaires de réseau MX. D'accord? Donc là, le réseau devient vraiment démultiplié et ça augmente sa taille et donc ça augmente sa valeur. La valeur d'un réseau, c'est le flux de circulation à l'intérieur, sa taille et sa richesse. Donc c'est aussi dans l'intérêt des membres et dans l'intérêt du réseau lui-même. Alors, ce qui fait un peu la spécificité de l'Institut MX, c'est qu'il a plusieurs communautés. Donc, il a des experts en internationalisation, il a plutôt des académiques, des experts de l'enseignement, il a aussi des organisations professionnelles. Donc, en fait, ce modèle-là, on peut le répliquer à 3 niveaux. C'est-à-dire que la tâche de l'Institut MX, c'est d'animer un peu trois écosystèmes qui n'ont pas forcément tellement l'habitude de se parler. Les consultants, ils parlent plutôt aux entrepreneurs et aux banques, et aux fournisseurs et à leurs clients. Les académiques, ils parlent aux académiques et aux étudiants. Et les organisations professionnelles parlent à leurs adhérents. C'est vrai. Mais la tâche de l'Institut MX, c'est effectivement de rapprocher, idéalement, de faire que ces 3 communautés, au final, ne soient plus qu'un seul réseau, pour que justement, une de ces valeurs ajoutées, ce soit d'abattre ces barrières et qu'un académique puisse aller chercher chez les experts ou aller chercher chez les organisations professionnelles et vice-versa. Donc, pour terminer, avant qu'on passe à une petite application, cette composante
ce principe de l'internationalisation en réseau, quand des entreprises elles-mêmes veulent internationaliser un réseau, je me suis dit que ça pouvait, après tout, s'appliquer aussi à une communauté d'experts. D'abord, il faut qu'il y ait des synergies commerciales. Il faut que 1 plus 1 fasse 3 et pas 1,5 ou 1. Il faut qu'ensemble, on ait des maillons différents de la chaîne. D'accord? Il faut ensuite, bon, ça c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite qu'on se définisse un cap en commun. En fait, à quoi on sert? À quoi sert notre volonté d'être ensemble? Elle va servir quel objectif? Se développer en Afrique, innover ensemble, toucher le marché hôtelier au Japon, mais en tout cas, qu'est-ce qui nous réunit? Si déjà on n'est pas d'accord là-dessus, ça ne marchera pas, parce que oui, on aura les ressources, mais on ne les mettra pas au service d'un objectif qui est partagé. Et troisièmement, il faut le facteur humain. Il faut que les gens prennent intérêt et, si possible, plaisir à se retrouver et à échanger ensemble. Parce que de toute façon, ça va se rajouter à des vies et à des agendas qui sont déjà très chargés. Donc, s'il n'y a pas en fait de l'intérêt, bon, ben, on va, une fois sur deux, on ne va pas y aller. Et puis la fois d'après, on ne sera pas très à l'aise parce qu'on n'y était pas à la fois d'avant. Et puis, bon, on ne va plus y aller du tout. Et puis les autres viendront plus longtemps. Donc, c'est une alchimie à 3 piliers, en fait. Et à mon sens, la zone de succès, elle est quand les trois sont réunis. S'il n'y en a qu'aucun des deux, que 2 sur 3, on pourrait détailler les schémas, les paires 2 à 2, ben, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, pour le temps qui m'est imparti, la partie qui nous reste encore, j'avais une petite idée, c'est de vous amener à réfléchir. Vous êtes là aujourd'hui, vous dites, tiens, je vais passer une certification, je passe une formation. Quelles seraient mes attentes vis-à-vis des partenaires du réseau et qu'est-ce que je peux apporter? Et ensuite, comment est-ce qu'on pourrait rapprocher les membres de la communauté? Donc, la première question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Donc moi, j'appartiens à une communauté, soit celle des experts, soit celle des académiques, soit celle des organisations professionnelles. Quels pourraient être mes apports à chacune des communautés et quelles seraient mes attentes envers chacune des communautés? Voilà, je peux apporter ou attendre des choses des autres membres de ma propre communauté, dans l'Institut MX, hein, d'accord? Dans la communauté MX. Et évidemment, qu'est-ce que je peux attendre des membres des 2 autres communautés? Qu'est-ce que je peux donner? Voilà. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez quelques minutes. La deuxième, c'est un peu, comment est-ce que vous pensez qu'à partir de ce schéma que je vous ai montré, ces 3 communautés avec des acteurs qui sont aux 4 coins du monde, comment comment l'Institut MX peut, les faire mieux se connaître et être mieux conscient des ressources qui sont chez les uns et les autres? Donc j'aimerais, voilà, en tout cas que vous preniez quelques minutes pour réfléchir sur ce slide-là que je laisse afficher. Vos apports et vos attentes envers les membres. Alors Jean-Paul, toi, ta position est un peu particulière parce que tu n'es pas vraiment un membre, tu es le carrefour, tu es le point de contact. Moi, je vais parler en dernier. Je vais être C'est ça, auditeur. c'est En ça. fait, Jean-Paul, c'est le pont structural. C'est le point Euh, structurel, c'est ça. J'ai appris un nouveau terme aujourd'hui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, je vais y aller. Apporter aux experts, mais c'est des mandats. Euh, si j'ai des clients qui me disent j'aimerais ça pour planifier une exportation ou faire Ouais. Sachant que souvent en matière de toi, tu, toi, tu es dans la logistique. communauté des organisations professionnelles. Non, non, moi je suis un avocat. OK, d'accord. C'est la personne qui n'est pas encore arrivée, qui est dans le réseau Connect. Oui, C'est ça? Ou il dans n'y a la. OK, jamais, il y OK. a jamais. Et Autant c'est la pour moi, personne maintenant. qui va OK. nous qui va regarder les vidéos. Non, moi je suis avocat et spécialisé en commerce international. Donc, j'accompagne beaucoup d'entreprises qui font affaire au niveau international et on réorganise notre bureau pour être encore plus dédié à l'international et attirer des ressources fortes en matière d'international. Je fais partie d'un petit cercle qu'on appelle le cercle des experts en commerce international où on a des réunions comme ça et on a différents types de réunions où on échange sur des sujets d'actualité. Par exemple, on dit, ben, tiens, on va dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau au cours
les 6 derniers mois. On a eu une réunion il n'y a pas longtemps. On a parlé des nouvelles règles ou des volontés du Canada de changer les règles en matière de douane. On a aussi constaté le phénomène au niveau bancaire qui est que les exportateurs de pays en développement vont préférer que leurs acheteurs payent par lettre de crédit parce que les acheteurs ont donc un accès au crédit moins élevé que eux. Et puis donc, c'est le phénomène nouveau là, des lettres de... Donc ça nous tient... alors, en même temps, je partage ce qui est échangé parce que nous, ça nous apporte beaucoup. J'amène toute mon équipe lors de ces réunions-là. Et donc, OK. avec la communauté académique, scientifique, mais c'est de jouer le jeu et d'avoir à l'occasion des réunions sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre secteur d'activité. Au niveau des organisations professionnelles, mais si je peux apporter la connaissance, formation, je ne sais quoi, parce que j'ai un gros, un gros bagage de formation dans différents types de domaines. Ce que je m'attends, ben, c'est peut-être d'avoir des mandats des experts. Pour les communautés académiques, ben, d'être invité dans les business schools et le premier conférencier a l'air de rouler sur l'or. Alors, si je pouvais rouler sur l'or, moi aussi, ce serait formidable. Et puis, les organisations professionnelles, ben, ben, je suis en contact ici avec la Chambre de commerce française au Canada, puis ils nous envoient à tous les 6 mois un client, là, juste pour nous garder heureux. Mais souvent, c'est des belles entreprises qu'on aide à faire fleurir et rayonner. Donc, voici rapidement. OK. Et j'ai hâte d'entendre Falk. Merci, Bernard. Dans le niveau GIF mes apports, j'étais pendant 15 ans et demi chef d'entreprise. Donc, le côté professionnel, je pense assez bien. C'était en fait, moi, je suis allemand de base et c'était une entreprise en Angleterre avec une filiale principale en Allemagne, etc., etc. Donc, il y avait pas mal de choses au niveau international à ce niveau-là. Et en même temps, j'ai cette double casquette plutôt académique aujourd'hui, donc enseignant-chercheur, avec une spécialisation dans tout ce qui est le supply chain et logistique. Donc, sur ces questions-là. Éventuellement, un autre apport dans ces choses-là. Donc, je pense de connaître assez bien la culture allemande. Je pense de connaître assez bien la culture française. Et en même temps, j'avais vécu aussi au Brésil comme à Taïwan et je travaillais là-bas. Et aujourd'hui, en fait, depuis des années, je travaille beaucoup avec des pays en Afrique. Donc là, il y a éventuellement tout ce qui est réseautage. Donc le guanchi, je connais, je pense assez bien. Le réseautage, effectivement, dans les pays, on va dire du Maghreb, c'est autre chose. C'est pas du tout comme le guanchi. Donc là, il y a, on va dire, ce type de connaissances, retour d'expérience et très probablement aussi réseau que je pourrais mettre dans mes apports ou dans le GIF. En même temps aussi, éventuellement, le volet voilà, académique, ce qui rejoint beaucoup plus logistique, supply chain management, des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas OK. si j'ai répondu un peu plus dans ce sens-là. L'entreprise et la filiale concernaient quel secteur d'activité? C'était des pièces détachées des anciennes mobylettes et des anciennes motos de ex-RDA. Donc, c'est les Imzon et les MZ. Donc, on avait 10 000 références. Avant, on avait commencé à importer donc, des pays hors Europe à l'époque. Et par la suite, on est passé beaucoup plus dans le sens qu'on a géré uniquement des flux d'informations et financiers. Et on s'est détaché des flux physiques. Et on était indirectement, ça m'a amené vers la thèse, de tout ce qui est dropshipping. Aujourd'hui, on parle un peu mal de ce concept-là, mais indirectement, on avait inventé ça sans le savoir. Et c'était une question que j'avais posée à un prof et il me dit, ben, je peux pas te répondre, mais ça pourrait être un sujet de thèse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est indirectement tombé dans le piège de se retrouver à l'université que j'ai jamais pensé que c'était quelque chose pour moi à la base. Comme Donc quoi. aujourd'hui, ça me plaît quand même. C'est ça, c'est Mhm. ça. OK. OK.
Et donc, plutôt tes attentes, toi, ce serait quoi en tant qu'enseignant-chercheur principalement aujourd'hui vis-à-vis des autres communautés? En termes des attentes, en termes d'enseignant-chercheur, ça pourrait être intéressant sur certaines questions de recherche. Mais par moment, c'est aussi comme des questions un peu, enfin, que tu devrais connaître aussi, où c'est difficile à aborder le terrain. Après, possible ou pas possible, c'est par exemple aussi la légitimité et perte de légitimité. Enfin, ce type de questions. Mais ça, c'est aussi quasiment faisable uniquement dans un réseau où on se connaît un tout petit peu sur ce type de questions qui sont quand même très, très difficiles à aborder. Également, des sujets aussi dans le business, la triche. Donc, ça existe. Ben, après, on peut prendre aussi le bac chiche. Personne, ou, en fait, ce sont des sujets qui sont très peu abordés. Euh, je pense, dès qu'on a travaillé à l'international, tout le monde on sait que ça existe. Mais au niveau académique, il y en a très peu de recherche là-dessus. Après, possible, pas possible, mais si c'est, voilà, en termes académiques, ça pourrait être une sorte d'attente, même avec, voilà, avec les différentes méthodes et pour transcrire, etc., ce type de choses. Après, c'est jamais quelque chose d'approfondi, mais d'une culture à l'autre, si on, si on n'utilise pas ces choses-là, là, il y a certains marchés où on ne peut pas pénétrer. C'est très simple. C'est vrai, oui, qu'il y a une double réalité en fait entre Ouais. ce Après, qui peut être. ben, ce qui est officiel, ce qu'on peut retrouver dans le livre, mais là aussi, d'être auteur, je pense, depuis 7 ans ou 8 ans, de l'ouvrage est exporté. Voilà. Et je pense qu'il y a un vrai manque dans ce sens-là. Après, il ne faut pas orienter tous ces ouvrages dans ce sens-là. Mais il y a quand même des spécificités d'un pays à l'autre qu'il faut bien prendre en compte si on souhaite y aller. Comme son métier. Hmm. Et puis connaître ces réalités-là aussi. Si on les étudie pas, on passe à côté pour Après, les attentes en dehors de tout ce qui est, on va dire, académique, ce qui est toujours intéressant, de rencontrer des différentes personnes qui ont des volontés différentes. Et après, voilà, c'était comme avec l'intervention. Ben, est-ce qu'il n'y a peut-être pas aussi un contact direct, indirect pour faire vivre d'un réseau indirect, direct. Moi, ça me fait toujours plaisir de retravailler avec le Brésil, avec Taïwan ou avec pas mal de pays en Afrique. Mais après, voilà, comme ça a été dit, on ne met pas forcément un contact où on est sûr. Donc là, voilà, il y a plein de choses, mais ça s'appelle aussi les business. Donc, il n'y a pas Hmm. forcément tout ce qui était bien écrit dans la recherche ou au niveau académique. Il y a aussi une réalité business, quoi. Absolument. OK. Et en 2 mots, puisqu'on a parlé de le réseau à l'allemande, si tant est qu'on puisse parler de l'allemande comme quelque chose de culturellement unifié, mais tu le définirais comment par rapport à ce qu'on a pu dire jusqu'à présent? Pratiquer le réseau à l'allemande, c'est comment? C'est quoi? Ben, je pense que dès qu'il y a une entreprise qui va à l'international, ça veut dire on est des amis, mais on peut se faire confiance mutuellement et on va ensemble. Mais c'est aussi en clan. C'est presque un petit peu ce que tu avais, que je connaissais pas d'ailleurs de l'Italie, mais c'est d'aller en clan. Donc, si j'ai une industrie qui fabrique des machines pour tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est automobile, après, il y a plusieurs sociétés. D'un côté, ils travaillent déjà ensemble, mais pour s'installer en Mexique, ben, ils vont beaucoup plus en réseau. Parce que mutuellement, et on va travailler ensemble. Et dès qu'on a des Hmm. problèmes, ben, si moi j'ai le problème, toi tu l'auras aussi. Donc, c'est beaucoup plus ça. Mais d'un côté, s'ils étaient peut-être déjà au Brésil, ben, pourquoi pas faire aussi, il y a un projet pour une installation au Mexique. Ben, qu'est-ce que toi tu en penses de ton entreprise? Donc, Ouais. après, voilà, il y a tout ce qui est des suppliers, tout ce qui est des fournisseurs, aussi avec la Oui. peinture, etc. Donc, c'est très... Après, c'est aussi un problème, je dirais. Ils travaillent tellement en réseau et toujours avec les mêmes personnes qu'il y a très peu d'ouverture en dehors. Ça, il faut l'avantage et l'inconvénient dans ces deux sens-là.
Ouais. Si en plus ce sont des entreprises familiales, ça fait une double fermeture. Ah, mais Alors. ça, c'est sûr, mais les entreprises, habituellement, ils ont déjà travaillé au préalable, déjà ensemble. Donc, pourquoi pas le faire? Il y a un nouveau marché où il y a BMW qui va s'implanter au Mexique. Donc, finalement, tout le réseau, quasiment, ceux qui sont intéressés, ils y vont aussi. Mais après, c'est très fermé, ce type de réseau. Donc, il n'y a pas de fournisseur pour la peinture française qui sera là-dedans. Enfin, quasiment pas. Ok, ok, très intéressant. La première partie, je la connaissais. La deuxième et des limites ou des inconvénients que ça peut présenter, c'est intéressant, c'est enrichissant. Très bien. J'avais une deuxième question à vous poser. Comment, d'après vous, pourrait-on amener les membres à mieux se connaître, à mieux connaître le potentiel du réseau, le potentiel des uns et des autres? Moi, je pense, si je peux continuer dans ce sens-là, je pense qu'il y a ce qui pourrait être intéressant, c'est quand même, il y a je ne veux pas dire des réunions, mais on va dire même des séminaires réguliers. Ça ne veut pas dire faire une réunion une fois par mois, mais aussi vraiment, réellement de se voir physiquement à un moment donné, même si c'est une fois dans l'année, c'est comme des conférences. Donc, d'un côté, c'est quoi les avancements du réseau, mais aussi des personnes qui souhaitent avoir des réponses ou qui se posent aujourd'hui. Et après, même informellement, que ça pourrait se mettre en place. En fait, je pense que c'est aussi, ce serait une force de tout ça. Après, de se connaître, bien évidemment, mais en même temps aussi, OK, quelqu'un qui veut vendre, je sais pas, des plantes, quelqu'un qui veut vendre du vin, d'autres des pièces détachées. C'est pas le même marché, ils sont pas forcément intéressés de la même manière pour les mettre tous ensemble. Tout à fait. Je, je pense déjà à la base hein, qu'il faudrait un annuaire ou un outil pour déjà voir qui sont les membres, leur visage, le logo de l'entreprise, pour incarner un peu mieux vraiment la communauté. Il y a une jeune fille qui est franco-canadienne qui s'appelle Nathalie Delma. Moi, j'ai un peu intégré son réseau, notamment pour suivre des coachings, mais en même temps, elle organisait, pour aller dans le sens de FAC, une réunion à tous les mois et demi où elle faisait parler quelqu'un. Et en général, c'est des, des gestionnaires bienveillants. Donc, ça, c'était un peu l'axe. Puis ensuite, donc, on avait un invité qui travaillait chez L'Oréal ou je ne sais quoi, ou chez Schlumberger, ou en tout cas. Et euh, ensuite, on avait, après ce témoignage, on avait une période, lui, l'expert posait une question, et puis là, on se réunissait en petits groupes pendant 20 minutes et on échangeait. Et puis ensuite, il y avait une espèce de plénière. Alors ça, c'était intéressant parce que, à plusieurs égards, parce que les relations que je me suis lié pendant la séance de 20 minutes étaient vraiment fortes. Puis c'est des gens avec qui j'ai continué à aller plus loin. Ça, c'est un élément. Ici, l'Institut MX, c'est une combinaison de innovation et euh, de compétences au niveau exportation. Alors, c'est sûr que l'innovation, euh, on doit être mis à jour des différentes formules ou je ne sais quoi qui sont mises en place, et des récents développements euh, de, de Chrome, puis etc. Parce il y a tout ce travail-là. Et l'autre aspect, c'est d'échanger sur qu'est-ce qui se passe dans les différents marchés au niveau international. Donc, bénéficier de l'expertise des gens et des autres. Donc, on pourrait concevoir une espèce d'agenda avec des rituels où il y aurait rapidement un peu c'est ça, une mise à jour des nouveaux outils et puis un moment aussi pour pouvoir jaser entre nous. Et puis, ça peut être aléatoire, mais
c'est comme des groupes de 5-6, là. Puis on fait des tours de table. En général, c'est puissant, ça. Voilà. Parce que je rejoins Bernard. Moi, je pense qu'il faut vraiment trouver, ou même ce qui était dit au préalable, c'est vraiment de trouver une sorte et c'est pas uniquement j'envoie un mail 3 mois, dans 3 mois, il faut qu'on se réunisse, etc. C'est vraiment, enfin, il y avait une sorte de réunion dans un type de réseau, on va dire, dans le sud de la France, c'était toujours le deuxième jeudi du mois. C'est très très grave en soi parce que enfin, et le soir, parce que déjà on peut pas rester très longtemps parce que le vendredi on travaille, mais on savait à chaque fois que c'est le deuxième jeudi du mois, donc c'est pas ni un mercredi ou autre chose, mais c'était assez rigolo. Mais après c'était un peu une sorte de, disons, de plénière. Voilà, il y a tout le monde qui pouvait se croiser, et après si ça intéressait les personnes, ben ils sont restés. Et de toute manière, s'ils ont raté, ben, vous savez, ce sera que possible le deuxième jeudi du mois après. Enfin, il y avait une sorte de rythme que, même si c'était très, très difficile, mais je trouvais ça intéressant, voilà, de instaurer une sorte de régularité, Mm. ou même une fois peut-être dans l'année, ou une fois tous les 2 ans, je sais pas, mais je pense une fois dans l'année, ça devrait se faire. De se voir physiquement, parce que là, il y a quand même plusieurs continents. C'est assez compliqué, mais là, c'est presque la même chose comme certaines conférences. C'est toujours la première semaine au mois de mai. Mais chaque année, après, ça peut changer des pays, etc. Mais on a déjà ça en tête. Après, mai, juin, d'une manière générale, c'est toujours compliqué pour les académiques. Parce que, non, mais après, il faut trouver une sorte enfin, je pense, une sorte de rythme. Mhm. C'est Oui, évident. une manière aussi de présenter les nouveaux venus dans la communauté, Exactement. se Ouais, présente eux-mêmes. Ouais. Mm. ouais, La ouais. question de onboarding. Dans le club de ski, Mm. les jeunes qui venaient d'entrer il y avait une espèce de rangée d'honneur. Où on se mettait les bras comme ça, puis là, ils passaient en dessous de la rangée d'honneur. Mais je donne cet élément-là pour créer une espèce de rituel. Si vous êtes les compagnons du bourguignon, ben, ils mettent une épée sur votre épaule, ou je sais C'est pas quoi, en ça, tout cas, adoubé. C'est ça. chose. Mhm. Et Avoir un puis aussi, parrain ou c'est ça. ouais, pour, oui, ça peut être comme à l'Académie française. En tout cas, il y en a en masse des idées là, pour savoir, voici, comme là, je présenterais Falk. Alors, je dirais, ben, Falk a été chef d'entreprise, etc. Puis, Mhm. il faudrait que je passe un peu de temps avec lui pour pouvoir le présenter, mais que ce ne soit pas lui qui dit, voici, je suis beau, mais que ce soit, Mhm. ça peut être, ça C'est peut être quelqu'un bien. d'autre qui va dire qu'il est beau. Oui, C'est c'est ça. ça, ça crée des connexions. Et puis, au niveau présentiel, ben, je sais que Jean-Paul vient à l'occasion à la conférence de Montréal. Donc, on peut dire, mais venez à la conférence de Montréal, Jean-Paul va vous En animer. marge de, c'est ça. Ça peut être. Et puis, en France, mais il peut y avoir un événement qui est bien aussi. Et Hmm. puis, on peut savoir qu'à chaque année, cet événement-là revient et on greffe ça à quelque chose d'autre. Où il y a, Ouais, faut pas aller en ouais. France juste pour avoir un lunch. Mhm. Parce Après, il qu'effectivement, il faut y a un la peu, conférence de Paris maintenant qui est organisée par le même, même pas, donc, comment il s'appelle, donc, le fils de l'ancien ministre, là, un Rémillard. Mais Rémillard, ouais, c'est ça. le problème avec la conférence de Paris, c'est que ça combine avec acheter des cadeaux de Noël. Tu sais. Ah, OK, c'est à ce Et nous moment-là. autres, la Terre va arrêter de tourner dans le temps de Noël. Alors, c'est pas le temps Hmm. de dire aux clients, salut, je m'en vais, là. Mais en tout cas, moi, j'ai retenu que, effectivement, merci, en tout cas, Jean-Christophe, c'est des questions dont on va pouvoir continuer dans la prochaine partie aussi, dans cet esprit-là, sur cette lancée-là, avec des questions, mais ça permet de, comment dresser la table et puis de, de savoir effectivement les attentes. D'ailleurs, je me demandais, parce que j'avais compris aussi les attentes de Bernard, et puis là, avec sa question après de innovation, d'actualiser, c'est une question, est-ce que le fait d'être constamment actualisé sur les dernières pratiques, les
innovation et ce qui se passe dans le monde, c'était important aussi. Ben, je crois comprendre que c'était important aussi. Euh, Effectivement, j'ai bien compris que ça va être utile de faire sur une base régulière des rencontres en présentiel. Et puis, ça, il y a une dynamique qui est tout autre. Et puis, donc, je pense que je pourrais Donc, déjà virtuel commencer à aussi. penser. Oui, Présentiel, mais virtuel. Moi, je pense que ça serait plus virtuel, puis exceptionnellement présentiel. Ouais. oui, ben, effectivement, virtuel, c'est clair. C'est parce qu'on va, puis dans les formations, c'est de trouver une formule qui va être efficace, qui va permettre aussi d'en faire. Est-ce que ça va être finalement éventuellement peut-être plus tard, ça va être par pays, mais au début, comme ça, on veut une masse critique dans un même groupe là, pour Hmm. aller de l'avant. Mais moi, Euh, j'ai une question, Jean-Paul. Jean-Paul, tu es un entrepreneur qui a gardé les cartes près de toi pendant longtemps. Puis là, tu dis, hey, je ne veux pas être le seul à prêcher la bonne parole. Et donc là, je vais avoir un réseau. Sur la question, c'est What's in it for you? pour On a des moi, réponses. personnellement. Ben, Ouais. pour exprimer un peu comment ça s'est développé, tout ça, c'est que ça a commencé avec les experts, les organisations d'entreprise, les institutions académiques sont venues par la suite parce qu'ils ont vu qu'il y a un groupe qui se formait. Mais moi j'ai commencé en fait parce que j'avais un besoin, moi, de connaître d'autres experts qui partageaient la même vision et puis qui étaient d'accord pour partager, qu'on développe une espèce de communauté de pratique pour le bénéfice de nos clients. Moi, ça ne sert à rien de faire un bon travail si les autres personnes qui accompagnent mon client vont bâcler le truc et puis finalement, il n'y a pas de résultat à la fin. C'est important pour moi, puis que mon client puisse être bien entouré, bien accompagné jusqu'au bout. Et c'est comme ça que c'est par rapport à ce besoin-là que moi j'ai senti qu'il faut s'entourer, il faut être associé à des personnes de confiance. Le mot confiance était revenu justement dans la présentation de Jean-Christophe. Et puis la confiance, ça passe par la question d'intégrité, effectivement, de communication, mais aussi de compétences. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, il faut qu'on ait, pas d'avoir une approche exclusive, mais une approche qui va être inclusive, mais qui va constamment être en train de chercher les meilleures solutions pour le client ou l'entreprise finalement. Et que c'est à ce moment-là que, suite à des demandes côté académique, côté organisation professionnelle, organisation d'entreprise, on s'est dit, ben, il y a ces deux mondes-là, on a tous les trois intérêts, euh, comme a fait allusion Jean-Christophe un peu plus tôt, j'ai vu sa présentation évidemment avant, et puis je pense que tu as dû parler des trois sœurs, le concept des trois sœurs, qui est Mhm. une approche d'agriculture. Je l'avais prévu dans la présentation un petit peu plus tard, mais c'est ça, c'est déjà abordé. C'est que, au fond, si on reste tout seul avec son propre réseau, c'est bien, mais si on arrive à faire rejoindre ces trois galaxies-là pour former une communauté MX, ben, ce qui peut en ressortir, et mon hypothèse, c'est ça, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été infirmé, c'est qu'on va dégager des externalités positives. C'est que sans que ça coûte rien, si on veut, dans le cas des plantes, ça coûte pas d'effort, de ressources, d'énergie plus d'une plante ou l'autre, les trois plantes là, qui sont ensemble, mais ça procure un tout qui est supérieur, un effet de synergie finalement. Et moi, je crois en ça, finalement, dans ces trois communautés-là, qui ont intérêt finalement à se rapprocher. Et pour augmenter mon niveau de confiance, comment je m'assure que les gens qui sont dans l'Institut MX sont vraiment compétents? Parce que c'est Oui, pas en suivant une formation en consultant. oui. C'est une bonne question parce que c'est important de se poser cette question-là maintenant, puis je vais y revenir dans la deuxième partie. Je ne vais pas retenir Jean-Christophe trop longtemps. Non, Mais tranquille, c'est C'est pas intéressant. fini, après il y a encore. pardon?
c'est pas fini? Je pensais que c'était fini, puis Non, qu'on jasait, puis qu'on ah avait... oui, mais bon, je voulais faire un recap aussi, si vous Ah, voulez OK. bien, et puis de continuer un peu sur... Parce que ben là, on aborde déjà des questions que je voulais aborder. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a été un peu réactif. Il y a des gens qui me mentionnaient, bon, on est intéressé et tout ça, puis on attendait de former un groupe, et puis... Mais on n'est jamais allé de façon proactive, puis on met une annonce, et voilà, prochaine cohorte, formation et tout ça. On va le faire. On veut le faire, mais en même temps, on veut respecter. Jusqu'à maintenant, c'est plus facile de contrôler la qualité parce que c'est sur invitation, puis c'est sur la cooptation, puis ça va peut-être rester, sauf que d'une approche un peu plus agressive, un peu plus proactive. Alors, comment faire? Écoute, il n'y a pas de solution miracle non plus, mais et c'est là que votre input, pas maintenant nécessairement, mais des idées qui pourraient vous venir. Moi, je pense que c'est en ayant les critères de départ, il y a un certain nombre de critères de profil, si on veut. Oui. Puis l'expérience, les réalisations, tout ça, ça compte. Le fait de connaître, je connais chacune des personnes aussi, donc ça compte. Il y a aussi une démarche à partager. Il y a une démarche qui est commune. Donc, au niveau de la confiance, au niveau des compétences, ben, c'est pas comme si on joint une association où il s'agit juste de payer. C'est plus que Ouais. ça. C'est vraiment, et c'est une actualisation aussi. Et puis, moi, je trouve que c'est plus facile. En fait, je trouve que c'est plus facile d'avoir confiance, puis d'échanger, puis de partager, même avec des personnes qui maintenant sont dans la communauté pour être qualifiées de concurrents pour moi. Ben, j'ai aucun souci maintenant à aller vers eux quand je suis débordé parce qu'il y a un niveau de confiance qui est là en termes non seulement de compétences, mais d'intégrité. Et puis, voilà. C'est comme inné, le retour d'ascenseur, c'est comme inné. Et puis, on n'a pas même à discuter trop, là. Dans Donc, mes, comment faire pour continuer à dans mes croître clubs, et garder ça? ouais, dans mes clubs de tennis, là, pour prendre cet exemple-là, parce que tu veux T'es un jouer grand avec... sportif, ski, tennis. Ouais, mais, non, mais tu veux jouer avec des joueurs qui ne trichent pas, là. Alors, il y a le parrain, le secondaire, puis 5 personnes qui disent oui, cette personne-là est correcte. Mais Oui, je donne. Alors, l'idée d'avoir un parrain où ça amène ça responsabilise le parrain en tant que tel. Elle dit, oui. j'ai donné mon nom, c'est pas pour me faire honte. Et Hum. ça, c'est un élément. Puis les avocats que j'ai eus, moi, qui étaient vraiment dangereux, c'est ceux qui avaient faim. Donc, il y Ouais. avait qui avaient de la difficulté au niveau financier Hum. et qui acceptaient de faire toutes sortes. Et puis en matière d'exportation, tu sais, Hum. Hum. tu peux en faire des choses qu'on te suggère de faire, non? Oui, oui, oui. Ouais. Moi, Mais pas de faire une par enquête de crédit, expérience, là. je peux dire maintenant, après quelques décennies, si on garde toujours le souci du client, de son succès à terme, Ouais. on n'aura jamais faim. Parce Non, qu'on ça, c'est va. vrai. Ouais. Et Ouais. c'est le but hein, de notre activité, de notre profession, du moins pour ce qui est des experts, des accompagnateurs. Alors, c'est ça. Donc, Mais on aborde déjà. je pense que juste ce que dit Bernard est vrai, c'est une forme de parrainage et de caution, en fait, des personnes qui amènent un futur membre. Et aussi, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à une forme d'engagement, de responsabilisation de celui qui arrive, comme par exemple reconnaître quand il ne sait pas faire, Hum. euh, s'engager à servir, alors comme certaines confréries le font, mais de manière loyale et engagée, les réponses qui lui seront adressées, s'il les accepte, Mhm. mais montrer que bon, on n'est pas là juste on n'est pas juste des apporteurs d'affaires. Ouais. Dans mon club d'avocats que je vais voir, là, on a un code d'éthique, un réseau international. Et il y a aussi un élément qui s'ajoute à ce que tu mentionnes, mais il y a un autre élément qui est de celui de quand on te pose une question, tu réponds gratuitement et tu commences à charger quand tu commences le mandat. Donc, ça me permettrait d'appeler Falk, de dire, Hey, qu'est-ce que tu penses de cet élément ou Jean-Christophe? Et puis, c'est quoi les réseaux? Puis là, il prendrait 10-15 minutes, puis il ne m'enverrait pas une facture immédiatement. Alors, Ouais. dans le code d'éthique, ça peut aussi être indiqué comme quoi on est gentil les uns à l'égard des autres. Ce Mhm. qui serait bien une force du réseau quand même. C'est Ouais, la possibilité d'avoir, on va dire, un point de vue au préalable
Après, bien évidemment, si ça dépasse 15 minutes, 1 heure, etc. Et, je pense qu'on est tous gentils, mais après, il y a peut-être aussi d'orienter vers d'autres personnes. Ouais, ouais. Mais voilà, je pense que ça, c'est quand même la force d'un réseau, quand même. En tout cas, vous en avez beaucoup à faire. Oui. Il y a déjà il y a déjà un credo, on appelle ça un Credo, ouais. credo, qui a été développé avec 9. Puis encore là, je dis, comme je l'ai peut-être dit au départ, il n'y a rien qui est figé dans le béton. Nothing is set in stone. Non, mais c'est bon. Et tout peut évoluer avec la réalité d'aujourd'hui. Comme ce qui a pris plus d'importance aujourd'hui, c'est le dernier, là, qui est le respect, mais qui inclut en même temps ce qu'on appelle le triple bottom line, c'est le triple bilan ou le triple résultat qui inclut les personnes, la planète et la prospérité, si on veut. Donc, c'est d'agir dans cet esprit-là. Et puis, rapidement, puis ça, je vais vous le laisser, vous pourrez le lire, et puis, donc, ça pourrait même faire partie peut-être de votre... il y a un petit assignment, là, un petit test là aussi qui est à la fin, qui est important aussi parce que c'est ce qui donne la certification, c'est ce qui permet justement de contrôler la qualité et la compétence. Mais vous voyez, le credo actuel, et ça a été développé, je dirais actualisé de temps en temps, mais c'est le succès. C'est le success of the member depends in large part on the success of its clients and MX certified colleagues. Sharing, mutual assistance, dialogue, other forms of interaction between members, synergetic effect, improvement, the member's concern for the constant improvement of his skills, practices, and working methods. Donc, c'est l'actualisation. Integrity, bon, je ne parlerai pas. Boldness, donc l'audace de changer les choses quand nécessaire, pas toujours être un peu trop rogue. Autonomy, donc d'amener son client, et ça, je dirais, peut-être même contre-intuitif pour pour un consultant, mais d'amener son client à devenir autonome autant que possible. Et quand il peut, parce que c'est ça qui fait qu'il va réussir aussi. S'il est capable de prendre certaines choses, il y a des activités qui ne veulent pas parce que, bon, mais en général, nous, ça permet de pérenniser même la relation avec le client parce que s'il croit, s'il grandit, ben, il va toujours avoir besoin d'accompagnement de toute façon. Donc, c'est ça qui est le but. Passion, donc la passion. Ici, ça a été développé essentiellement au départ pour les experts certifiés, mais ça pourrait, avec la réflexion et tout, s'étendre aussi avec les apports aussi de l'académique en termes de suggestions au secteur, au domaine de l'académique et puis aussi des organisations professionnelles, organisations d'entreprise. Flexibility et puis respect. Donc, c'était les différents éléments du credo jusqu'à maintenant. Tu n'as pas changé tes slides. Pardon? Tu n'avais pas changé tes slides. Ouais, je pense que ça bouge pas. On t'a suivi à Laurent. Ah, d'accord. OK. Donc, je vais recommencer. Désolé. Je vais Non, non, voir non, on a si... compris. Oui. Oh, non, non, on a entendu, mais On effectivement, a on ne voyait entendu, oui. pas. Est-ce que là, ça bouge? Non? Bah, C'est c'est noir. tout OK. noir. Je crois comprendre Ah, là, c'est quoi ça le va. problème. J'ai compris. OK. Je vais juste... ça, c'est le jeu quand quand tu utilises, par exemple, là, ça bouge? Là, Oui, c'est bouge. Très OK, bien. parfait. OK, parfait. ben, vous voyez, donc c'est On success, l'a vu, là. sharing, improvement, integrity, Ouais. boldness. Voilà, Bon. voilà. Donc, ben, écoutez, si vous voulez, on peut prendre 5 minutes, puis après, on pourra finaliser tout ça. Non, 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 on clenche, là. J'ai Vous voulez? planifié. Ouais, OK. Donc, si vous voulez, on continue, puis on termine ça là. Ouais. Et puis, je vois qu'il y a Bilal aussi, peut-être. Salut Bilal, qui s'est joint à nous entre-temps. Salut, bonjour à Bon, tous. bonjour. Ben, écoute, on va terminer, on va y aller très rapidement, on va faire un petit recap avec, j'avais préparé quelques slides ici. Donc, on connaît le parcours, on a passé chacune des étapes euh, et le but, en fait, c'est d'amener l'entreprise, mais celui qui accompagne aussi l'entreprise,
à avoir une vue holistique des différentes décisions, des différentes actions à poser pour réussir à l'international au niveau autant de la préparation de la formulation que de la mise en œuvre, d'exécution de sa stratégie internationale. Donc, le travail a beaucoup été fait à partir du point de vue de l'entreprise et non pas, comme la plupart des recherches ou des outils qui ont été développés, c'est pas d'essayer de comprendre comment l'entreprise comment dire, dans le temps, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. C'est d'amener le chef d'entreprise ou les stratèges à les guider dans leurs choix. Et c'est plus à ce niveau-là que ça s'est, comme ça, un peu sur cette lancée-là que ça s'est développé. Donc, voilà, et là, je reprends et je ne passais pas beaucoup de temps là parce que c'est tout simplement le travail avait été fait, puis tout ça se retrouve sur la plateforme que vous pourrez voir, ce que je vous suggère de voir. Donc, ça supporte donc, c'est pas oublier, c'est les entreprises, les domaines académiques, les experts et puis les organisations d'entreprise. Et puis, c'est de partager les meilleures pratiques, de partager du savoir et les opportunités entre tous les membres, que ce soit des trois milieux différents, d'essayer de générer, de favoriser les externalités positives. Ça, c'est par effectivement le rapprochement de ces trois types-là. Et le triple bottom line, donc, c'est de garder ça à l'esprit. C'est un peu comme un fil rouge qui doit être présent dans nos décisions, dans l'accompagnement, dans les recommandations, préconisations qu'on va avoir auprès des entreprises. Je ne passerai pas trop de temps ici. Je pense que vous avez parlé de cette notion des trois sœurs. Donc, les trois types de plants, maïs, haricot et puis la courge qui génèrent l'effet de synergie. Il y a trois types en ce moment d'Institut MX, trois types de programmes. En ce moment, on fait le plus élevé qui est la certification et qui va, à mon avis, et puis ça, ce serait intéressant d'avoir votre feedback là-dessus. Je pense qu'on pourrait facilement doubler le nombre d'heures pour éventuellement dans le futur, là, un futur proche, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui mériteraient d'être adoptés dans toute la question d'internationalisation en amont. On parle beaucoup de l'internationalisation en aval, mais une internationalisation en amont qui n'est pas nécessairement aussi liée à, si on veut, de l'approvisionnement de produits, mais ça peut être de l'approvisionnement en termes de services à l'international ou tout simplement d'investissement dans le domaine des services qui implique beaucoup de stratégies diverses à l'international. Donc, le programme, à mon avis, on pourrait parler de fiscalité internationale. Il y a beaucoup d'éléments des aspects financiers aussi, de change étranger, de stratégie de change, dont on n'a pas eu la chance de parler. Mais bon, il y a beaucoup à apporter. Maintenant, bon, ici, vous allez retrouver sur le site, donc je n'en parle pas trop. C'est un peu sous la rubrique What's in it for? Donc, ici, c'est What's in it for International Business Experts. Ensuite, vous avez What's in it for Teachers, Researchers, Students, Alumni, et puis ensuite Business and Economic Organizations. Donc, ça, c'est au fond, qu'est-ce qu'on peut apporter? Et votre input aussi pourrait dire, ce serait intéressant d'avoir ceci ou cela également, parce que c'est le moment justement d'arriver avec des propositions comme ça. Donc, rapidement, comme on l'a dit dès le début, il y a des étapes. Le but, c'était de rendre le parcours plus clair pour les preneurs de décision, pour les décisionnaires, et au niveau des actions aussi quand il s'agit de l'exécution. Donc, pour la formulation puis l'exécution de la stratégie d'internationalisation. Et donc, ça commence par l'entreprise. Et très rapidement, je fais un petit tour d'horizon. Ça commence avec l'entreprise, connaître l'entreprise, ses intentions, ses compétences, son portefeuille, sa machine, ses ressources, sa volonté, ses appréhensions, ses objectifs, présomptions, hypothèses, etc., ses conditions incontournables, de sorte qu'on on n'a pas à se répéter les questions qu'on est rendu dans la planification, c'est déjà là, c'est enregistré, puis ça nous guide, le fait de travailler, de bien commencer ici, ça nous guide dans les prochaines étapes
et puis ça évite des retours en arrière trop fréquents qui vont exister de toute façon. Et puis c'est correct. C'est juste que le but, c'est de travailler de façon la plus efficace possible parce que petite ou grande, on est toujours dans un contexte, on est toujours en contrainte de ressources et dans un domaine, en contexte de rationalité limitée, il faut travailler avec l'information qu'on a, donc autant travailler de façon la plus efficace. Étape 2, c'est là déjà à partir des conditions incontournables qu'on s'est données, c'est si on peut éliminer déjà des options avec un minimum d'effort de recherche d'informations. Comme vous voyez, les flèches ici représentent le type d'information. Alors, les flèches comme ça, assurées ou comme ça veut dire des informations préliminaires, ce qui veut dire que normalement, on ne doit pas sortir toute l'artillerie lourde pour aller chercher cette information-là. C'est des informations de données secondaires, facilement accessibles, des indices, tout ça, des trucs publics, des réglementations, c'est public. Et si ça permet d'éliminer des options, ben déjà, ça nous évite de passer trop de temps à des endroits qui seront pas porteurs et puis qu'on va découvrir plus tard. Autant le faire plus tôt. Donc, si on peut faire ça, c'est l'élimination. On réduit le nombre d'options. On aborde la priorisation. Maintenant, c'est tout simplement de créer une hiérarchie autour de ça avec des outils. Donc, vous avez encore, je rappelle, il y a un outil que je vous invite à aller utiliser sur le site déjà que vous pouvez mobiliser, qui est le Chrome. Ensuite, vous avez un outil ici qui est le Triax pour la priorisation, créer cette hiérarchie. Et là, comme j'ai dit, c'est créer une hiérarchie pour que là, on va pouvoir prendre une décision quand c'est targeting ou ciblage. Là, c'est de sélectionner, c'est de faire un choix. Et le choix se fait à partir de la priorisation, mais à partir aussi des ressources qu'on a à notre disposition. Et là, ça devient un choix plus intelligent parce qu'en fonction des ressources, on va partir du meilleur du marché ou produit marché mode d'entrée plus porteur jusqu'au moins porteur, jusqu'à la limite des ressources qu'on veut investir dedans. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on a éliminé, là, on a réduit nos choix à ce qui est, on peut peut-être réduire ça à 2 ou 3, mais là, on a une confiance comme quoi c'est les options les plus favorables plutôt que les 25 avec lesquelles on est parti où on ne savait plus où donner de la tête. Et là, ici, on peut se permettre d'investir. C'est un autre type d'information qui est complémentaire parce qu'au-delà de ces choix-là, ben là, on peut se permettre d'investir un peu plus pour compléter l'information qui va nous aider pour les étapes suivantes et aider parce que là, on va connaître il faut aller chercher un minimum d'informations sur le macro, le méso, puis le micro-environnement de l'entreprise, comprendre avec qui on va se battre dans ce marché-là et de façon plus intime, les clients, qu'ils soient B2C ou B2B, c'est de comprendre le processus d'achat, c'est de comprendre les critères d'achat, comment ils procèdent, combien ça va prendre de temps, qui on va se battre, comment ils se positionnent et comment nous, on va se positionner dans une perspective d'internationalisation aussi. Pas juste au plan marketing, mais le positionnement, est-ce on va, compte tenu de la nature de notre activité, mais compte tenu aussi de nos objectifs, est-ce qu'on se présente au marché dans, dans les différents pays avec une approche transnationale ou multidomestique où on adapte partout ou global parce que, bon, il faut le coût, l'efficience, the name of the game. Et puis, alors ça va avoir un impact sur la structure de l'entreprise, comment on va se structurer par fonction, par géographie, etc. Une fois qu'on a bien défini ici le Excuse-moi, positionnement, Jean-Paul, ça, c'est toujours Triax? Triax, c'est ici, mais on peut c'est pas mis de côté indéfiniment, hein, définitivement. Hein. On peut le reprendre après, par exemple, la validation internationale, parce qu'une fois qu'on a fait ça, l'outil ici n'a pas été développé encore. Il y Il a un nous l'a outil. montré un positionnement avec structure. Oui, c'est ça. J'ai montré quelques différentes structures par fonction, structure matricielle, structure par pays, structure par produit. C'est en fonction justement du positionnement stratégique. Moi, j'appelle ça Oui. positionnement stratégique parce que sinon, les auteurs vont parler surtout de stratégie d'internationalisation, mais j'aime pas ça parce que ça veut dire plusieurs choses.
Donc, j'aime mieux parler de positionnement parce que c'est aussi une décision d'entreprise d'aller dans cette direction-là. Oui. Et ça aide pour la suite. Mais effectivement, et là, il y a quelque chose, il y a une autre application ici qu'on est en train de regarder à développer. Et j'avais montré, je pense très rapidement, un espèce de cube, là, donc qui tient compte de plutôt que deux axes, qui a trois axes en fin de compte. C'est une auteur que j'ai trouvé très intéressante, que je vais voir est-ce que ça peut être utile et applicable pour l'entreprise. Si nous, on arrive à le modéliser pour que ça soit simple à utiliser. Si oui, tant mieux. Sinon, ben, c'est intéressant de savoir, mais on ne perdra pas trop de temps. Alors, ensuite, validation, même question qu'ici, sauf que là, on est vraiment spécifique par rapport au pays et ça nous dit de façon plus pratique sur ce terrain-là comment on doit s'adapter, s'ajuster pour réussir. Et là, après, on commence la planification. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'informations à aller chercher parce qu'il y a quelques allers-retours et là, c'est d'informations plus spécifiques qu'il faut avoir pour affiner le plan. Mais à partir du plan, c'est les grands objectifs qui doivent se décliner en sous-objectifs et qui, au niveau de l'organisation, alors quand on parle d'organisation, c'est on aligne les différentes fonctions d'entreprise au niveau de production, éventuellement R&D, finance, marketing, vente, donc toutes les fonctions de la chaîne de valeur de Porter, par exemple. Alors, j'avais donné l'exemple ici d'une application qu'on est en train de développer qui est le Metrics et qui va permettre justement de bâtir son plan marketing-vente à l'international. Donc, on va voir une application bien là-dessus. Je reviens en 7. Il y a aussi sur lequel on est un peu plus loin, mais il y a probablement une espèce de grille de lecture qui pourrait être développée à partir des différentes sources de création de valeur extra-financières, par exemple, des gains extra-financiers qu'on a identifiés qui pourraient être intéressants à intégrer dans la planification. Et finalement, bon, on a parlé de logistique, on a parlé avec Florence, on pourrait en parler beaucoup avec vente, etc. Mais il y a la direction contrôle aussi, évaluer les écarts, expliquer les écarts, améliorer et reprendre finalement l'MNIS4 comme ça qui est l'approche. Donc voilà, et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur la plateforme. N'hésitez pas à faire des suggestions. Il faut que ça devienne un outil pour les experts qui accompagnent pour les enseignants, les formateurs. Et les certifiés vont avoir accès à, comme on dit, la totale. Évidemment, tous les autres types qui n'auront pas accès à tout, là. Donc, comme par exemple le Chrome, ce qu'on a accès en ce moment, c'est juste le Chrome Lite, comme le Triax Lite, mais il va y avoir beaucoup plus pour les certifiés, ils vont avoir accès à l'intelligence artificielle quand on va l'intégrer, etc. Donc, voilà, c'est ce que j'ai. Je voulais parler aussi rapidement. Ah, Jean-Christophe Gessler, montrer le diplôme que vous allez recevoir. C'est ça. Donc, Mais avant, il faut faire le travail. ouais, c'est ça. Il reste le take-home. Donc, en fait, ça va être un take-home à partir du moment où ça vous est envoyé à 3 semaines pour le faire, mais ça va prendre entre 90 et 120 minutes à peu près. Les questions sont en anglais, mais si vous voulez, vous pouvez répondre en français. Vous allez avoir un mail, recevoir un email pour vous dire que voici, c'est téléchargé sur la plateforme, vous n'avez qu'à y aller et puis d'y répondre. Et puis voilà, on vous donne les instructions à ce moment-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Shukran, merci, obrigado. Et puis, Dankeschön. danke, je ne sais pas si C'est c'est ça. dit correctement. Encore danke. Dankeschön. Dankeschön. OK. Xie xie. C'est ça. Ça, c'est en chinois. Muito merci. Muito obrigado. Muito obrigado, c'est ça, donc en portugais. Efkaristo, en grec. Ensuite, on a quoi? On a Dziękuję arigato. bardzo. Arigato. Arigato, Dziękuję c'est en bardzo. japonais. Muito merci, c'est en roumain. Et puis grazie, grazie mille. Voilà. Ouais, Donc, merci. je ne sais pas s'il y a quelques derniers commentaires à faire, ou des réflexions, des questions. Je pense qu'on a tout dit là, quand tu nous as posé nos questions, comment faire pour Oui.
améliorer le système. Bon, c'est à moi maintenant à vous poser des questions pour l'épreuve. Et puis, c'est ça. Donc, à partir de là, on va se rester en contact parce que je sens que effectivement, qu'on va être dû pour, ça fait 2 ans qu'on a eu la réunion, la dernière réunion, puis on pourrait effectivement la faire de façon annuelle, une réunion en présentiel annuelle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de virtuel, donc je pense que ça pourrait être important aussi d'avoir des rencontres virtuelles, parce que Oui, en une tout est fois par parti. mois et demi, là. Ouais. C'est Parce ça. que c'est ça, en tout est parti, en tout et partout, pardon, on peut avoir une quarantaine de certifiés en ce moment. Si on se donne un objectif d'aller en chercher, parce qu'il faut aller en chercher sur plusieurs autres pays, Oui. je ne sais pas, d'ici un an, peut-être au-delà de 100. Et puis, si on y va de façon proactive, c'est sûr que ça va augmenter plus que si on est là un peu de façon réactive en attente à la demande. Ça s'est fait comme ça beaucoup, mais je pense on attendait d'être prêt, mais je pense que là, on a ce qu'il faut là, pour aller de l'avant. Puis, parce que c'est ça, comme Jean-Christophe a probablement parlé, la réalité d'un réseau, c'est qu'il y a une masse critique minimale. C'est comme si on invente le téléphone, si on est le seul à avoir le téléphone, c'est pas très utile. Ça en prend quelques-uns avec qui parler. Alors, c'est un peu la même chose. En Bah, tout écoute, cas, Jean-Paul, merci. merci, et puis à ta disposition s'il y a besoin d'un coup de main pour faire évoluer toutes ces choses-là. Grand merci, Jean-Christophe. Grand merci aux participants, Fag, Bernard, Bilal, Raluca, qui va probablement nous entendre par l'enregistrement, Florent, qui malheureusement n'a pu participer, mais on va se faire un petit refresh aussi pour Florent et puis aussi Adnan. Donc, on va faire aussi une séance de refresh. Donc, je vous dis si jamais ça vous intéresse, mais bon, vous avez passé à travers, vous avez été très assidus. Il y a aussi 2 autres qui ont fait la cohorte et puis pour des raisons plus personnelles ou qui ont pas pu faire l'examen. Donc, avant de se taper l'examen, ils pourront suivre peut-être OK. une séance de refresh là, pour ceux qui le désirent. Mm. Voilà. Bon, ben Mais écoutez, merci je vous beaucoup. souhaite bonne fin de journée, bonne à tous. Et puis, on se redit à la prochaine fois, peut-être en présentiel. Et puis, on pourrait éventuellement se faire même un virtuel une fois que tout le monde aura passé l'examen éventuellement. Parfait. Allez, OK, merci Jean-Paul. À bientôt. ciao. À bientôt. Merci Ciao, ciao. beaucoup. À Bye. bientôt. Au revoir. Bye. Au revoir.